Salut! Bulletin sportif numéro 19 cette semaine. Une présentation de Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Nous croyons également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité et chez Gagné Sport, l'excellence du service qui est offerte à la base de toutes leurs actions. Parlant d'excellence, place au bulletin sportif. L'actualité, évidemment, plus ça va, plus on approche des championnats provinciaux et même qu'on en a eu des championnats provinciaux en natation, on va y revenir. Mais je commence par l'athlétisme, l'invitation rouge et or, encore une fois, un paquet de belles performances. À souligner Audrey Leduc, qui en était à sa première compétition officielle de la saison, qui a fait son standard au saut en longueur, Audrey Leduc du rouge et or, et qui a raté par 1 centième de seconde son standard aux 60 mètres au sprint. L'an passé, elle avait terminé première au saut en longueur au Québec et deuxième en 21-22 aux 60 mètres. Donc, ce sera intéressant de la suivre cette année encore une fois. Je parlais de natation, allons-y en natation. Championnats provinciaux, McGill, Ottawa et Laval par équipe sont montés sur le podium. Chez les hommes comme chez les femmes, exactement le même ordre. C'est la 3e année de suite que McGill remporte la fameuse bannière en natation. À noter des performances individuelles impressionnantes. Pablo Collin de McGill, Azem Issa de McGill, ainsi que Hugo Lemel d'Ottawa. 4 médailles d'or chacun. Collin, en plus de ses 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Issa, 1 médaille de bronze et Lemel, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. À noter également de l'Université de Montréal, des Carabins, Vincent Laperle, 3 médailles d'or et 1 d'argent. Chez les femmes, 3 nageuses de McGill qui ont eu, elles aussi, des performances extraordinaires. Isabelle Sarti, 6 médailles d'or. Daphné Danilok, 5 médailles d'or et 1 d'argent. Et Naomi Lowe, 5 médailles d'or. Et en plus de ça, pour McGill, du côté masculin, aux 4 x 50 mètres libres, un record du RSEQ. Alors, chapeau à tous ces gens-là. Il y en a un paquet là-dedans, évidemment, que je n'ai pas nommé, qu'on va retrouver au championnat canadien dans 2 semaines à UBC. Donc, ce sera ça aussi, un événement qu'on va regarder, qu'on va suivre. Il y a des performances, comme je dis, à chaque fois qui sont vraiment intéressantes à suivre. L'année passée, Clément Secchi, qui nageait pour McGill lui aussi, avait été nommé nageur de l'année au Canada. Alors, je ne sais pas s'il y en a un ou une du Québec, et particulièrement de McGill, qui va arriver à ce niveau-là, mais on va suivre ça avec grand intérêt, je vous le dis. Basketball collégial. Côté féminin, intéressant, on a eu des surprises. Vanier qui a battu Montmorency, Trois-Rivières qui a surpris Dawson. Maintenant, on a une égalité en 5e place. Avec Montmorency, Lennoxville et Trois-Rivières. Donc ça va être intéressant. Les 6 premières équipes seulement se qualifient pour les éliminatoires. 2 victoires à noter pour les Géants de Saint-Jean et un de ces matchs-là, le dernier en fait, Rosalie Mercil n'était pas présente. Rosalie Mercil, pourquoi? Parce qu'elle est en France avec l'équipe senior nationale du Canada pour un camp d'entraînement. Elle devrait revenir bientôt, mais en attendant, visiblement, Saint-Jean est capable de se débrouiller. On a remporté nos 2 matchs. Collégial masculin, on avait un choc Brébeuf-Vanier. Et, sans dire que c'est une surprise, il reste que Vanier était favori. Mais Vanier s'est incliné 87-77. 32 points pour Omar Miguel Ibelchik et 22 points pour son coéquipier Édouard Benoît. Donc, les deux qui ont été excellent dans cette victoire de Brébeuf contre Vanier. Brébeuf, d'ailleurs, qui était 3e et maintenant 2e. Pourquoi? Parce que Huntsic a échappé 2 matchs, 2 défaites contre Champlain-Saint-Lambert. Celle-là est assez surprenante et contre Sainte-Foy. On note que Kali Amadou Thiam est absent, mais quand même, est-ce que c'est suffisant pour expliquer les défaites de Huntsic? À surveiller parce qu'il ne faudrait pas qu'Huntsic se mette à
à tomber dans une mauvaise passe, comme on dit, pour le reste de la saison. Les éliminatoires s'en viennent. Volleyball collégial féminin. Jonquière est en feu. Jonquière, qui est passé de 3e à 2e devant Lionel Groux. D'ailleurs, Lionel Groux, elle les avait battus il y a une semaine, 3-0. Mais là, en fin de semaine passée, victoire contre Édouard Montpetit, qui sont premières au classement. Victoire de 3-1 et 3-1 également contre Bois de Boulogne. Notons les 40 points de Florence Lapointe en 8 manches en fin de semaine pour Jonquière. Collégial masculin, de ce côté-là, c'est l'Outaouais qui est en feu. 5 victoires à ses 6 derniers matchs. Hugo considère 39 points en 7 manches. 2 matchs gagnés pour eux. Et notons que Sherbrooke, qui est premier au classement, 2 défaites en fin de semaine. C'est la première fois de la saison que l'équipe perd 2 matchs consécutifs. Sport universitaire. En basket. Puis là, j'ai oublié de vous parler de hockey collégial, pas parce que j'ai oublié, mais parce qu'en hockey féminin, il n'y avait pas de match de 1. Puis en hockey masculin, on va faire le tour tantôt avec la chronique de Denzel Carregueya. Et lui, c'est l'expert. C'est lui qui connaît toutes les équipes, qui a vu tous les matchs. Donc, avec lui, on va faire le tour. Et c'est la même chose en basket universitaire. On va faire le tour de tout ça avec Jason Bryan Jean-Baptiste, qui lui aussi est devenu une référence dans le domaine. Je vous invite vraiment à écouter ses chroniques chaque semaine, à lire ses textes. Franchement, Jason fait du travail A1. Hockey universitaire féminin, les Stingers et les Carabins, 2 victoires chacune. Pour les Carabins, à noter la victoire de 1-0 contre Ottawa. Ottawa avait gagné ses 4 derniers matchs et Ottawa faisait une poussée pour essayer peut-être de rattraper les Carabins au 2e rang. Mais les Carabins ont réussi à les arrêter. 21 arrêts de Aube Racine pour le jeu blanc. Dans la fin de semaine, 4 points pour Jade Picard de Montréal. À noter aussi que dans les 2 victoires des Stingers, Amy Fecteau a obtenu 4 points. Elle aussi, chez les hommes, McGill, aucune victoire, une défaite dans la fin de semaine. Concordia, 2 victoires. Donc, Concordia qui assure sa 2e place dans l'Est de l'Ontario. Donc, ça les rassure pour les séries. Une première semaine qui va être, pas une première semaine, mais une première ronde pour laquelle ils vont être en pause. Même chose pour l'UQTR, mais l'UQTR ne jouait pas en fin de semaine. À noter, Maxime Trépanier pour Concordia. Maxime Trépanier, tour du chapeau contre Ottawa, dans la victoire contre Ottawa. En tout, 5 points en fin de semaine. Et pour Maxime Trépanier, à ses 4 derniers matchs, ça fait 11 points. Le reste de la saison, il y en avait eu 11 au total. Donc, Maxime Trépanier qui a décidé d'exploser dans les dernières semaines. Est-ce qu'il va être un joueur important pour l'équipe d'ici la fin de l'année? On va suivre ça. Volleyball féminin, en fait, et féminin et masculin, ce qui s'est passé vendredi dernier au PEPS, plus de 3000 personnes étaient présentes. 3000 personnes pour aller voir un match et 2 matchs en fait de volleyball universitaire. C'est extraordinaire. La preuve que quand on fait la publicité qu'il faut, quand on attire les gens comme il faut, quand on a les installations pour le faire, on peut attirer beaucoup de monde avec du sport universitaire. Chapeau aux Rouges et Or, chapeau aux fans et chapeau aux joueurs et joueuses qui ont donné des grands matchs. Chez les femmes, Laval et Sherbrooke, un match qui était ultra important parce que les 2 équipes se battent pour la 4e position, la dernière accessible, qui donne accès aux éliminatoires. Laval l'a emporté 3-2. Chez les hommes, Sherbrooke l'a emporté 3-1, mais Sherbrooke, cette année, a perdu son premier match au début de l'année. Depuis ce temps-là, a tout raflé. Donc, franchement, ça, Sherbrooke, d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais leur passeur, Jonathan Portelance, qui, à mon avis, est probablement le candidat favori pour être le joueur par excellence cette saison. On le reçoit en entrevue à la fin de l'émission. Manquez pas ça. Un gars super sympathique, un gars de l'équipe nationale en plus, un gars qui a un super beau parcours, un athlète de très, très haut niveau qu'on va continuer de suivre. Puis probablement, je dis probablement, c'est à voir, mettons pas la pression où est-ce qu'il n'est pas, mais c'est un gars qu'on a des chances de voir un jour sur l'équipe nationale et peut-être aux Jeux olympiques. Donc, un gars intéressant, un parcours intéressant absolument. Donc, on en reparle plus tard avec lui. Je continue de ce côté-là. Chez les femmes, volleyball, l'UQAM, 2 victoires, 3-1 contre McGill, 3-2 contre Montréal, 2 matchs fantastiques.
allez lire l'article que j'ai écrit sur le volleyball féminin et masculin, universitaire et collégial. J'ai fait un article qui est paru plus tôt cette semaine. J'ai fait le tour de ce qui s'est passé. Je pense que ça va vous donner une bonne idée. Mais il y a une fille dont je parle souvent, que j'ai déjà reçu en entrevue, Sabrina Maillé, qui a été juste formidable en fin de semaine. Sabrina Maillé joue à un autre niveau contre McGill, 27 points, 25 récupérations défensives. C'est juste extraordinaire match après match. Puis vous en voulez des statistiques, là, elle est première au niveau des As. Elle est troisième de la Ligue au niveau des récupérations défensives. Puis je pense que les 5 autres dans les 6 premières sont essentiellement des libéraux. Donc c'est le travail absolument de rentrer sur le terrain et faire ça. Sabrina Maillé se met au même niveau, domine littéralement au niveau des As, a plus d'attaques marquantes que tout le monde dans la Ligue. Franchement, une joueuse de très, très haut niveau. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle joue avec Noémie Gagné, elle joue avec Annika Pinault, un paquet d'autres joueuses. Elles sont intéressantes et le fun à regarder jouer. Il y a un rythme, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe-là. C'est vraiment le fun, mais la compétition, elles ne sont pas toutes seules. La compétition est solide. Puis quand je vous dis qu'elles ont gagné 3-2 contre Montréal, c'est parce que Montréal avait une bonne partie, encore une fois, dans le corps. Puis à chaque fois qu'elles vont s'affronter, ces deux équipes-là, on peut s'attendre à du gros jeu. Olympe Desmet est une joueuse formidable qui n'a absolument rien à enlever à qui que ce soit. Non pas à Sabrina Maillé, d'ailleurs. Je pense que les deux sont probablement les tops cette saison dans la Ligue. Donc, à voir. Et enfin, je voulais mentionner Sherbrooke, là, victoire contre Laval. Et Sherbrooke a aussi gagné contre Montréal. Sherbrooke, c'est une formalité. Ce sera le championnat dans leur cas. Maintenant, ça reste à voir. Il faut quand même jouer les matchs. Est-ce qu'ils vont gagner le championnat canadien? Au niveau de la... pas canadien, excusez-moi. Provincial. Ils vont gagner le championnat de la saison régulière, mais ce championnat ne veut absolument rien dire. Donc, la bannière sera en jeu, puis évidemment, les matchs vont être à disputer. Mais une belle équipe. Et si Sherbrooke s'en va en finale, parce que comme ça leur assure d'une place au championnat canadien, les deux premières équipes québécoises s'en vont au championnat canadien cette année. À ce moment-là, ils pourraient aller défendre et idéalement faire encore mieux que l'an passé leur médaille de bronze. Voilà qui fait le tour des actualités. Je vous souhaite maintenant un excellent podcast Bulletin sportif parce que je pense qu'on a du bon stock pour vous. Je vous répète, Denzel Carigaya, hockey collégial, Jason Bryan Jean-Baptiste, basket universitaire et l'entrevue de la semaine, Jonathan Portelance du Vert et Or de Sherbrooke. Avec Denzel Carigaya cette fois-ci pour parler de hockey collégial masculin. Comment ça va, Denzel? Ça va super bien, toi, Phil? Ça va très bien. On s'est parlé il y a 2 semaines. Ça continue de bouger. Il y a des matchs. Le classement est serré. Donc, de l'action en masse à suivre. On va ensemble regarder où est-ce qu'on en est justement dans le classement. Il y a les Cougars de Champlain-Lennoxville qui sont toujours en tête, qui sont très solides. Je pense qu'ils sont 9-1 à leurs 10 derniers matchs. Donc, un gros début de saison. Une partie moyenne dans le milieu, puis là, on est reparti en force. Visiblement, les Cougars, là, ça va être l'équipe à battre. Ouais, les Cougars qui ont trouvé leur rythme depuis quelques temps, c'est 10 victoires en 11 dernières parties pour la formation de Sherbrooke. C'est 47 points en 31 matchs pour eux. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils sont en train d'accomplir. Après avoir connu, on le sait, une baisse de régime pendant le mois de novembre, on a su revenir. Puis pour avoir vu le match face aux Griffons, c'est un match piège alors qu'on avait accueilli les Griffons un peu plus tôt durant la saison. On avait été en mesure de les battre par la marque de 11-2. Cette fois-ci, c'était plus serré. Puis avec la perte de Julien Payet, on a tout de même été en mesure de trouver des solutions à l'attaque avec des joueurs qui ont pris plus de responsabilités. Puis c'est vraiment l'effort collectif. C'est une équipe qui peut se fier à plusieurs trios, puis à des gardiens de grande classe et des défenseurs assez costauds qui nous s'en laissent pas éponger. Puis Champlain-Lennoxville, il faut mentionner, leur seule défaite pendant cette période-là, c'est une défaite de 2-1 contre Sainte-Foy.
Puis Mathis Routier, le gardien de Sainte-Foy, 40 arrêts dans le match. Donc, encore une fois, là, c'était pas un match où ils ont baissé de régime. C'est vraiment parce qu'ils se sont butés un gardien en grosse forme. Puis parlant de grosse forme, ben, il y a Alex-Antoine Yargeau, là, évidemment, premier compteur de la Ligue. 2 buts, 2 passes à son dernier match contre Saint-Hyacinthe. En fait, c'était son 7e match de 3 points ou plus depuis le début de l'année. Ouais, Yargeau qui domine complètement le circuit. À chaque soir, à chaque match, il est présent pour sa formation. C'est pas pour rien dire qu'il a joué pour le Drakkar de Baie-Comeau durant la saison dans le circuit Courtois. Il y a de plus en plus de joueurs du circuit collégial qui se font une place ou qui contribuent dans les circuits juniors. Et la Ligue collégiale Division 1 n'a rien à envier à des équipes de bas de classement dans le circuit Courtois. Est-ce qu'on voit de plus en plus de joueurs? Je pense que dans chaque formation, il y a des joueurs établis qui pourraient évoluer dans le circuit Courtois. Je pense notamment à Carl-Anthony Massé. Si les Remparts de Québec n'étaient pas dans une grosse année, 100% il resterait à sa place dans la formation de Patrick Roy. Non, absolument, c'est un bon point. Comme tu dis, il y a plusieurs joueurs qui font leur place, qui sont dans le circuit collégial puis qui sont en attente d'un espace dans la Ligue junior, mais qui ont leur place là, absolument. Deuxième équipe, en ce moment au classement, les Janois d'Alma. Les Janois d'Alma, c'est plus tranquille. 3-3-1, leurs 7 derniers matchs. Mais tu sais, là-dedans, il y a Tommy Deblois, qui avait été blanchi 4 fois à ses 21 premiers matchs. Donc, 17 fois, évidemment, c'est inscrit au pointage. Puis là, 4 autres fois dans les 7 derniers matchs qui a été blanchi. Ça explique peut-être, justement, une baisse peut-être du côté d'Alma, qui est d'abord reconnu, on s'entend, pour leur prouesse défensive, mais quand même, on a besoin de ces buts-là des meilleurs joueurs. Oui, c'est ça. À Alma, on peut dire qu'on a peut-être une certaine dépendance à notre premier trio, celui de Deblois certainement, la disette qu'ils ont connue, puis celle de Deblois, c'est pas pour rien qu'il y a une certaine corrélation entre les deux situations. Deblois, c'est vraiment un joueur qui est établi dans cette formation-là. C'est un vétéran qui, l'année passée, avait inscrit des points importants pour son équipe. Lui, avec Talbot et Gauthier, forment l'un des meilleurs trios dans le circuit. Et défensivement, eh bien, on a une bonne défensive du côté d'Alma. On a quand même 3 matchs en main sur Lennoxville à 42 points. C'est 5 points qui séparent les deux formations. Et on va s'affronter entre les Cougars et les Janois. Il y a un match qui avait été reporté au début de la saison. Et ce match-là doit avoir lieu à Sherbrooke. Ça va être un match qui devrait se décider du championnat de la saison régulière parce que c'est les deux formations qui semblent se distinguer avec les filons du Cégep de Thetford qui connaissent un peu plus de difficultés ces temps-ci. Ben, parlons-en justement des filons, comme tu dis, 1-3-1, leurs 5 derniers matchs, 2 défaites en fin de semaine, seulement 2 points ces 5 derniers matchs pour Mathis Dufault. Je parlais de Tommy Deblois, ben, il faut parler de Mathis Dufault pour Thetford là, comme étant leur leader offensif. Ben, évidemment que s'il est plus tranquille, ça risque d'avoir un impact sur les résultats de l'équipe. Certainement. Du côté de Thetford, on a seulement inscrit 3 buts en nos 3 derniers matchs. Et ces 3 buts seulement, c'est pas assez pour gagner des matchs de hockey. On en a concédé 4, 5 et une autre fois 4 buts dans les 3 derniers matchs. On n'arrive pas à trouver les solutions, malheureusement, du côté de Martin Bernard. Mais Thetford, c'est vraiment une formation qui a été une des plus régulières. C'est la première fois qu'on connaît 3 défaites de suite depuis le début de la saison. Je sens qu'ils vont être capables de rebondir. Mathis Dufault, qui connaît peut-être des temps un peu plus difficiles. Mais du côté de Thetford, on peut s'appuyer sur une formation qui a été assez forte durant toute la saison. Et un moment comme ça, de l'adversité, c'est jamais mal pour amorcer une séquence avant les séries. Comme ça, on peut être prêt à toute éventualité. À condition qu'on trouve des solutions avant que les séries commencent, évidemment. Exactement. Il reste quand même beaucoup de matchs, environ 7 ou 6. Oui, il leur reste 7 matchs, effectivement. 7 matchs pour eux. Et du côté de Thetford, on est excellent en domicile. Malheureusement, on a échappé quelques matchs récemment au centre Renaud Fournier, mais je pense qu'on sera en mesure de retrouver nos bonnes habitudes dans les prochains matchs. Et là, on vient de parler des 3 premières équipes qui, si les choses se replacent pour Alma et Thetford, comme on dit, qui ont peut-être une légère baisse, si les choses se replacent, théoriquement, ces 3 premières équipes-là devraient conserver leur place parmi le top 4, qui est important pour avoir une pause en première ronde des séries. Mais la bataille pour la 4e place, ça, c'est du costaud. En ce moment, l'équipe qui est 4e, c'est les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Et sincèrement, les Patriotes, ils vont être à prendre très, très, très au sérieux parce que là, avec le retour de Gianni Lombardo, avec Massé, dont tu parlais tout à l'heure, et évidemment la meilleure gardienne de la Ligue,
il s'inclut les gardiens, là, c'est pas qu'on se Ouais, comprend. C'est parce que c'est une femme, CF Gascon. Ça reste une équipe extrêmement importante, là, difficile là, à affronter, qui est capable de. Qui va rendre la vie difficile à tout le monde, peu importe. C'est toujours difficile d'affronter les Patriotes. Juste aller au centre Ronald Caron, c'est assez intimidant, honnêtement. On arrive dans un amphithéâtre parce que c'est difficile de gagner. Et du côté des Patriotes, on a eu des ajouts de taille. Lombardo, on en parle, mais c'est un joueur qui, l'année passée, a dominé le circuit à son année. Et cette saison, il est de retour depuis la session d'hiver. Et devant les buts, on peut se fier à une gardienne incroyable, honnêtement. Eve Gascon qui garde son équipe dans le match, même si on marque beaucoup de buts du côté de Saint-Laurent. Des fois, on a certaines largesses défensives et Gascon doit se dresser devant les tirs adverses. Mais du côté des Patriotes, on occupe la 4e position. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était les Nordiques. Et Oui. quand on regarde le tout, eh bien, c'est entre la position 4 et 10. C'est pratiquement 6 points, si je ne me trompe pas. Exact. 6 points entre 7 formations. On en parle souvent de la parité dans le circuit, mais c'est incroyable. On ne sait pas qui va terminer dans cette 4e position-là, mais ça va être une lutte très, très chaude à regarder. Puis les Patriotes, pour l'instant, ils doivent s'assurer de continuer à gagner s'ils ne veulent pas perdre cette position qui est vraiment importante. Ah, absolument. Puis tu le dis, tout le monde doit s'assurer de gagner la majorité de ses matchs. Et une équipe qui gagne depuis 2 mois comme il faut, là, c'est la Flèche. La Flèche qui est actuellement 5e. Ils ont une fiche de 11-5 à leurs 16 derniers matchs. On marque beaucoup de buts. Peut-être, par contre, qu'il va falloir... en tout cas, on va espérer une amélioration du côté des gardiens de but. Peut-être qu'il y a peut-être des arrêts là, qu'on espérerait avoir plus souvent. Parce que oui, on est capable de marquer beaucoup, mais à un moment donné, il faut avoir comme je dis, un apport défensif, si on peut l'appeler comme ça. Oui, c'est ça. Quand on regarde la formation de la Flèche, pardonnez-moi, on a un groupe d'attaquants qui est assez similaire à celui de l'édition passée qui les avait amenés en finale. Malheureusement, en défensive, on a plusieurs recrues et devant les buts, on a les mêmes gardiens. Donc, du côté de la Flèche, il va falloir resserrer le tout parce qu'on a concédé beaucoup de buts. Quand on regarde le dernier match, par exemple, 5 buts face aux Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Les Gaillards qui n'ont pas inscrit beaucoup de buts cette saison, ils en ont marqué 5. C'est très rare pour eux, malheureusement. Du côté des Dragons, on a quand même été en mesure de trouver des solutions. Quand on regarde Kieran O'Grady dans ce match-là, qui a marqué 5 buts, il a pratiquement doublé sa production. Lui qui en avait seulement inscrit 6 avant le match. Mais les Dragons qui devront être à surveiller certainement, parce qu'on a l'effectif en place pour continuer à faire du dommage, plus la saison va avancer. Et surtout en série, parce qu'on a de l'expérience dans ce groupe-là. Les Lions du cégep Champlain-Saint-Laurent, un peu la même chose que la Flèche, je dirais, dans le sens où on a peut-être des problèmes devant le but. C'est une des équipes qui accorde le moins de tirs, mais c'est quand même une équipe qui accorde beaucoup de buts. D'ailleurs, dans le groupe des 8 premières équipes au classement, c'est la seule qui a accordé plus de buts qu'en ont compté. Il y a un enjeu là aussi. Oui, certainement. Du côté de Saint-Laurent, malheureusement, on ne peut pas s'appuyer sur un gardien de premier plan. On a tout de même 2 gardiens qui font le travail, on peut le dire. Mais il va falloir trouver quelqu'un pour être le partant durant les séries. On a une recrue, un vétéran. Mais du côté de Saint-Laurent, c'est vraiment une boîte à surprise. Des fois, on ne sait pas comment ils vont commencer un match. Mais ils sont très difficiles à affronter. On joue dans un système. On est très bien entraîné par l'entraîneur-chef Chouinard, un des meilleurs entraîneurs-chefs du circuit. Guy Chouinard, qui est au temple de la renommée au hockey junior, un des gars, je ne sais plus s'il s'est fait battre ou quoi que ce soit, mais c'est un des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire du junior majeur. C'est un coach qui a de l'expérience, qui sait comment amener ses équipes à des championnats. Et du côté de St. Lawrence, honnêtement, si on est en mesure de se qualifier, d'avoir une bonne fin de saison et d'arriver avec du rythme pour amorcer les séries éliminatoires, c'est vraiment ça qui va être l'important pour espérer gagner des matchs et des séries. Lionel Groulx, tu en parlais tout à l'heure, c'était l'équipe qui était 4e il y a 2 semaines quand on s'est parlé. Ils sont maintenant 7e, fiche de 2-5 dans les 7 derniers matchs. Par contre, si je parlais des difficultés des gardiens des 2 équipes précédentes, Elliott Séguin-Lescarbot, qui est excellent dans ses derniers matchs, il a 9 buts sur 120 tirs. Il est formidable, même si l'équipe ne gagne pas toujours. Ça reste que lui, c'est disons, un pilier là, sur lequel les Nordiques peuvent compter quand même. C'est la pièce maîtresse du côté des Nordiques. On est en mesure de marquer beaucoup de buts. On a un gardien clé.
Et c'est vraiment des éléments qui sont vraiment importants si on veut remporter des matchs du côté des Nordiques. On a échappé quelques matchs dans des festivals offensifs. On marquait énormément de buts, mais on en concède aussi beaucoup. On n'a pas été en mesure de gagner les matchs qu'il fallait. Donc, on est descendu au classement, mais on avait plusieurs matchs en main. Les Nordiques qui ont connu vraiment une portion de calendrier éreintante. Ils ont joué plusieurs matchs, plus que n'importe qui dans le circuit. Et malheureusement, ils ont glissé au classement en 7e position. Mais du côté des Nordiques, je pense qu'on peut toujours y croire. On a un effectif qui est quand même assez jeune. On a plusieurs recrues. Et ces recrues-là, ils gagnent. Ils sont mis dans des situations que l'an prochain, par exemple, si on les remet dans le même genre de situation, eh bien, ils vont exceller. Puis si c'est pas cette année pour les Nordiques, ça va être l'année prochaine parce qu'il va y avoir plusieurs joueurs de retour et on va pouvoir encore s'appuyer sur Seguin Escargot devant les vieux. Ah, exact. Puis, de toute façon, tu l'as dit, pendant la saison régulière, on alterne les gardiens d'un match à l'autre, mais quand on va arriver en série avec Seguin Lescarbot, ben, je pense qu'on va avoir quand même on va avoir ce visage-là de l'équipe qui va être un peu plus pas différent parce que les gens sont habitués de le voir, mais on ne pourra pas compter tant sur le fait que ça se peut qu'on affronte l'autre régulièrement de la même manière. Boomerang d'André Laurando, Griffon de l'Outaouais, Rebelle de Sorel-Tracy. Là, on a 3 équipes qui sont de 8 à 10, donc se battent pour la 8e place. En fait, je ne veux pas écarter les Nordiques parce que les Nordiques ont peut-être 35 points, alors que Boomerang, on a 33, 31 et 30 pour les 2 autres équipes. Les Nordiques ont joué 32 matchs, tandis que les autres en ont joué 31 et 30, donc il y a peut-être lieu à se faire rattraper. C'est une chose, mais là, la bataille entre ces 3 équipes-là est intéressante aussi. Là. C'est peut-être des équipes qui risquent d'avoir un peu plus de misère parce qu'à un moment donné, on joue des matchs un contre l'autre pour se rendre parmi le top 4. Mais la bataille pour le top 8 est là pareil. Oui, certainement. Quand on regarde le dernier match, par exemple, entre les Griffons et le Boomerang, c'est 2 équipes avec des styles de jeu assez similaires. On est très physique. On complète nos mises en échec. Il y a l'échec avant qui est vraiment mis en place par les 2 entraîneurs. Et ces 2 formations qui ne s'aiment pas. On l'a vu au courant de l'année, des matchs très serrés. Et c'est des équipes, par exemple, Sorel-Tracy, qui ont des joueurs de grande qualité. On regarde à Hugo Vézina-Fouzé, Léo Saint-Michel, Jacob Charon pour les Griffons, Olivier Charland pour le Boomerang. C'est des équipes qui peuvent s'appuyer sur des joueurs qui produisent beaucoup. Et on a un système de jeu qui permet de gagner des matchs sans avoir 3-4 trios qui produisent offensivement. Parce qu'on a des joueurs qui font la différence. Et sur les unités spéciales, on fait aussi la différence du côté des 2 équipes. On a des bons avantages numériques, on se défend bien en cours d'un homme. Et je pense que ça va être une lutte qui va être intéressante à surveiller. Et si je suis une équipe dans le top 3, top 4 en ce moment, je n'aimerais pas affronter ce groupe de 3 équipes. Surtout les Boomerang et les Griffons, c'est 2 équipes qui sont vraiment compliquées à affronter. Malheureusement, pour Sorel-Tracy, on avait commencé la saison un peu plus haut dans le classement. Ouais. On a descendu, on a eu une baisse de régime qui était assez, qui m'a surpris honnêtement. Je m'attendais à ce que Sorel-Tracy finisse un peu plus haut dans le classement, mais comme on dit, c'est les 12 premières équipes qui sont dans les séries éliminatoires, puis on peut s'attendre à tout dans le circuit collégial. L'année passée, on l'a vu encore une fois. En effet. Puis comme tu l'as dit tantôt, avec des Vézina-Fusée puis des Saint-Michel, puis à ça, on ajoute Chad Prebzel. Il y a du talent quand même à Sorel, là, donc c'est pas du tout cuit parce qu'on les affronte, même si, dernièrement, comme tu dis, il y a une baisse, ça reste des équipes qui peuvent se replacer et qui peuvent exploser n'importe quand. Mais toi, tu as vu le match entre André Laurando et Outaouais. Un match de fou, dans un sens, où est-ce que l'action n'a pas manqué, puis les fans des 2 équipes ont pu y croire jusqu'à la fin. Ça s'est terminé 6-5. Raconte-nous un peu, parce que franchement, ça valait la peine. Ça valait la peine du détour à l'Arena Silvio Manta. Premièrement, c'est le Boomerang qui a ouvert la marque. On a été en mesure on bourdonnait en territoire offensif. On a réussi le premier but du match qui était assez mérité. Du côté des Griffons, on a répliqué. On a inscrit 2 buts en l'espace de 1 minute et quelques secondes, je pense une trentaine de secondes. Et on a pu retourner au vestiaire 2-1. On est revenu du côté du Boomerang. On a servi la même médecine qu'on s'était fait avoir en début de 2e période. 2 buts en l'espace de 20 secondes, si je ne me trompe pas. Et là, c'était 3-2 pour le Boomerang. Les Griffons qui sont revenus coller 3-3. Le Boomerang qui a repris les devants 4-3. Et juste avant de retourner au vestiaire, Xavier Marcin qui marque encore le dernier but de la période, faire 4-4. Match de fou qui s'est déroulé là. Puis en 3e période, on revient. Et en avantage numérique, malheureusement, on ne marque pas. Et le Boomerang qui va concéder sur une mise en jeu qui, en territoire offensif, Blais qui envoie un tir incroyable,
qui fracasse même la bouteille d'eau derrière le filet. Et on va revenir au score du côté du Boomerang faire 5-5. Malheureusement, les Griffons, on le sait, ils ont la meilleure unité d'attaque massive du circuit. On leur a donné une dernière chance d'évoluer à plus d'un homme. Et c'est Jacob Charon qui, en près de 9 secondes sur l'avantage numérique, qui permet aussi de gagner le match. C'est un match de fou, intense. Il y avait du monde qui dérangeait l'adversaire. C'était incroyable. Puis c'est à ça qu'on peut s'attendre, là, ces types d'affrontements-là d'ici la fin de l'année, avec beaucoup d'enjeux pour des places au classement. Les rivalités sont là, les équipes s'affrontent souvent. Donc, à un moment donné, on a le temps de faire monter l'intensité, puis on est à un moment de l'année particulièrement intéressant, justement, à l'approche des séries. Ouais, c'est des matchs de série en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Toutes les équipes sont vraiment proches au classement. Et tout le monde peut surprendre n'importe qui. Si une équipe ne se présente pas, eh bien, l'intensité de l'autre équipe peut venir jouer des tours à celle-ci. On l'a vu, Sainte-Foy, l'équipe qui occupe la 11e position, est allée battre, par exemple, les coureurs du Collège Champlain, Lennoxville. Sainte-Foy, qui aussi, on va en parler dans quelques instants. Mais c'est vraiment une formation qui m'impressionne avec leurs récents résultats. Puis, moi non plus, j'aimerais pas les affronter en série. Parce que tu en parlais justement, Sainte-Foy, Saint-Hyacinthe sont en ce moment 11e et 12e. Peut-être que Sainte-Foy serait en mesure, Saint-Hyacinthe, on peut oublier ça, là, mais est-ce que Sainte-Foy serait en mesure de remonter jusqu'au 8e rang? Bon, ce serait peut-être tiré par les cheveux. Là. Il y a quand même 7 points d'écart en ce moment. Mais ça reste, comme tu l'as dit, une équipe qui est intéressante là, depuis un certain temps. C'est très intéressant. Quand on regarde leurs 7 derniers matchs, c'est 6 victoires pour la formation de Québec. Malheureusement, pour eux, on va affronter 2 fois Alma avant de conclure le calendrier. Donc, je ne pense pas qu'on va être en mesure de monter jusqu'à la 8e place. Cependant, si on est capable de gagner le plus d'expérience possible, on a une équipe qui est très jeune, qui a beaucoup de recrues, mais on semble avoir trouvé les solutions pour gagner des matchs. Le processus qui a été mis en place donne des résultats assez clairs qu'on a progressé au courant de l'année et c'est tout le monde qui contribue. On a des bons leaders, on a des recrues qui produisent et devant les buts, on en parlait un peu plus tôt, Mathis Routier qui affiche d'excellentes statistiques, c'est 910 d'efficacité et qui concède pas beaucoup de buts devant sa cage. Donc, les éléments sont en place pour permettre aux dynamiques d'engranger de l'expérience et pourquoi pas revenir au plus fort de la course en séries éliminatoires et gagner des matchs pour surprendre des équipes de tête. Puis en attaque, on a des gars comme justement Samuel Morin qui systématiquement à chaque match ramasse ses points. Tristan Dussault. Donc, comme tu dis, il y a quelque chose d'intéressant là, avec Sainte-Foy. Et malgré leur position au classement, parce qu'on l'a dit, là, dans le fond, les 4 premiers sont en pause la première semaine, ce qui fait que les équipes de 5 à 12, dans le fond, vont s'affronter en première ronde. Et l'équipe qui va affronter Sainte-Foy va quand même avoir je ne peux pas dire qu'il va avoir la vie facile, à cause que c'est une équipe, justement, qui va être sur une bonne lancée. Il va avoir du poing sur la planche, ça, c'est sûr. Et c'est des joueurs qui se connaissent bien. Dussault et Morin qui ont joué ensemble dans les circuits M18 Division 1 dans la RSEQ. Des joueurs qui se complètent très bien. On a des joueurs comme Niba Choboyer, j'en parle souvent, mais c'est un joueur qui m'impressionne, un joueur de petite stature qui récolte ses points, récolte ses buts. On a des joueurs qui n'avaient pas joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison, mais qui ont contribué dans les dernières rencontres. Et si je suis une formation de haut classement, je pense que les dynamiques, ça serait la surprise et ça serait mon hot take pour les séries éliminatoires. On va attendre la fin de la saison pour justement, quand à l'aube des séries, on se fera des petites prédictions, effectivement, puis on verra si Sainte-Foy reste ton choix à ce moment-là. Saint-Hyacinthe, 22 points en 28 matchs, 12e, ils vont terminer là, c'est presque sûr, parce que, les Gaillards de l'Abitibi, c'est pas qu'on veut pas en parler ou quoi, mais ils ont 7 points en 29 matchs, ils seront éliminés des séries, là, c'est maintenant certain. Mais les lauréats de Saint-Hyacinthe, quoi s'attendre d'eux, là? Honnêtement, c'est une équipe aussi qui est un peu plus mystérieuse. On compte sur quand même des bons éléments. On pense notamment à La Flamme, le capitaine qui était le représentant de l'équipe au match des étoiles, qui est vraiment dynamique, qui est très rapide, qui récolte aussi énormément de points. On a quelques joueurs de soutien comme Mainville qui lui aussi contribue à la fiche offensive de son équipe. Mais c'est vraiment une équipe, un bon marqueur. Malheureusement, on n'a pas su
avoir un bon rythme au courant de la saison. On n'a pas été en mesure de gagner plusieurs matchs consécutifs et de pouvoir surfer sur ce rythme-là qu'on saurait créer. Donc, même à domicile, c'est difficile de gagner des matchs pour eux. Et on le sait, la clé, c'est d'être très bon lorsqu'on évolue à la maison. Et on n'a pas été en mesure de le faire du côté des lauréats. Plusieurs joueurs qui ont été utilisés durant la saison. Et je pense que c'est le fait qu'on a seulement eu 20 recrues. On a 20 recrues dans la formation, puis c'est compliqué de gagner des matchs dans une ligue autant qui gagne avec de la qualité, honnêtement. Ah, absolument, absolument. Écoute, je pense que ça fait un solide tour d'horizon. On a encore une très bonne idée. Merci beaucoup, Denzel, de ton travail là-dessus. Je pense que ça éclaire les gens qui suivent ça peut-être de loin ou qui ne le suivent pas souvent, mais qui ont la chance à ce moment-là d'avoir une bonne idée là, des forces en présence des enjeux. Et puis, on aura l'occasion de se reparler bientôt quand les séries vont être sur le bord de commencer pour vraiment préparer la table comme il faut pour les éliminatoires à venir. Où est-ce qu'on le sait? C'est pas lesquels, mais on sait qu'il va y avoir des surprises. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Excellent. Merci, Denzel. À bientôt. Merci beaucoup. Avec Jason Bryan Jean-Baptiste pour parler encore une fois de basket universitaire. Salut, Jason. Salut, Phil. Super content de te retrouver encore une fois cette semaine. Encore du gros basket. On approche des éliminatoires tranquillement, pas vite. Et là, on a eu du McGill Bishops, du Laval-UQAM, des victoires de chaque côté pendant toute la fin de semaine. Bref, je te laisse nous raconter un peu tout ça. On va commencer avec du côté féminin avec Laval à l'UQAM. Ça a été vraiment un très beau match. Je pense que Laval, ce qu'ils ont fait durant ce match-là, c'est qu'ils ont réussi à bien rivaliser avec l'UQAM défensivement, au rebond. Puis l'atout qui a été vraiment intéressant, c'est au niveau de à quel point ils ont réussi à bien défendre l'intérieur. Surtout avec des prises à deux, des double teams. Vraiment, ils ont été capables de limiter le travail de qu'est-ce que pouvaient faire Fredline Verrier puis Fred Lem. Au niveau de juste bien s'ajuster, rester discipliné. Puis autour de ça, je pense que offensivement, l'UQAM, ils n'ont jamais vraiment réussi à trouver leur rythme. Puis Laval, tout au long du match, était en contrôle. Défensivement, vraiment, ils sont restés concentrés, constantes. Puis ils ont vraiment réussi à forcer l'UQAM à prendre des tirs sans rythme. L'UQAM, je pense que c'était pas nécessairement une question d'effort. L'effort était là. C'était un gros match pour elle. Mais j'ai trouvé que pour prendre certains tirs, l'agressivité était là, mais il n'y avait pas le contrôle. Puis ça fait que comme tu vas manquer des paniers vraiment faciles ou des paniers ouverts. Et je pense que c'est ça que Laval a fait, c'est qu'elles sont restées très constantes. Puis, j'ai parlé avec Léa Sophie Verret après le match. Puis, elle me l'a dit, que physiquement, elles ne vont pas nécessairement rivaliser avec l'UQAM, d'un point de vue juste naturel, mais le travail collectif qu'elles font, puis vraiment la concentration, c'est ça qui leur donne un atout. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence dans ce match-là. C'est vraiment juste une bonne agressivité. Ils sont allés chercher 25 essais sur la ligne des lancers francs. En comparaison avec l'UQAM, que je pense qu'ils ont terminé avec 9 essais. Tu vois la différence. Puis encore une fois, c'était pas une question d'effort. Pour moi, c'était une question de contrôle. Laval, quand tu es en contrôle, en plus que tu es agressive, c'est là que tu crées ces opportunités-là. Pour moi, c'est dans ce premier match, c'est ça qui a fait la différence. Puis le match à Québec, pour moi, ça a été vraiment l'UQAM. Ils sont arrivés en mission. Je pense que cette défaite-là, à leur domicile, a été difficile. Mais je vais revenir sur le premier match là, avant qu'on. C'était quand même 46-46, si ma mémoire est bonne, après 3 quarts. Oui. Puis, tu mentionnais justement les tirs qui ont été ratés. Je me souviens, Fredline Verrier a eu des occasions à des lay-ups où est-ce qu'elle prenait des rebonds offensifs, des lay-ups, mais quelquefois ratés. Puis on dirait que justement, au 4e quart, ça leur a coûté en réalité à ce moment-là. C'est vraiment là. Puis pourtant comme tu l'as dit, elles étaient là. Bon, elle n'arrivait pas à finir. Puis je l'ai vu là, souvent, malheureusement, bon, c'était Verrier que j'ai en tête, là, mais parce que c'est elle qui est au rebond généralement, puis qui est là. Pris ses rebonds, mais n'arrivait pas à finir le travail. Donc, pas été capable de suivre le pointage à la fin. Fait que, tu l'as dit, là, il y a une petite exécution qui était là, parce que c'est pas comme si Laval s'est sauvé avec le match du début à la fin. C'était un match serré.
Puis finalement, c'est Laval qui s'en est tiré, mais comme tu l'as dit, beaucoup de tirs ratés à la fin qui n'auraient probablement pas dû arriver. Totalement. Puis, tu sais, c'est un bon point que tu amènes au quatrième quart. C'est aussi ça, c'est que Laval, tu sais, c'est une belle équipe de quatrième quart parce que tout au long du match, ils sont constants. Puis je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au quatrième quart, elles sont capables de justement capitaliser sur les erreurs de leur adversaire. Mais par contre, pour le match à Québec, je pense que ça a été une autre histoire. l'UQAM, ils sont arrivés en mission. Puis oui, le match, ça a fini 67-62. Tu dirais que ça a été un match serré. Pas du tout. Pas du tout. l'UQAM sont arrivés, ils ont fait une vraie belle job de démolition. Ouais. Vraiment, elles ont pris le contrôle du match pour les 3 premiers quarts. Vraiment, j'ai trouvé que défensivement, dès le départ, la pression qu'elles mettaient. Puis ça a gêné, on l'avait vu par exemple contre Bishops ou contre les Stingers, la pression qu'elles mettent avec par exemple Fredelaine Verrier qui limite les gardes adverses. Puis ça crée des pertes de ballon, ça crée des tirs de plus en plus difficiles. Puis du côté de Laval, elle joue bien, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup d'erreurs. C'est juste que physiquement, je pense que l'UQAM s'est vraiment imposé dans ce match-ci. Puis c'est ça qui a fait la différence. Puis à la fin, Laval, elles sont restées constantes, puis elles ont remporté le 4e quart au pointage, 22 points face à 11 du côté de l'UQAM. Mais l'UQAM, défensivement, elles sont restées ardues, puis elles ont juste fait écouler le temps. Puis c'est ça qui a... Exact, parce qu'elle menait par 17-18 points, je pense, à la fin du 3e quart. Puis, comme tu l'as dit, dans le fond, le 4e quart donne l'impression, à cause du 4e quart de Laval, donne l'impression, comme tu dis, que le match était assez serré. Mais au bout du compte, c'était vraiment de bout en bout pour l'UQAM. Oh non, c'est ça. Puis, mais vraiment, Laval sont impressionnants. Vraiment, comment elles jouent. D'ailleurs, un match-up qui est intéressant, c'est Eve-Marie Houle. C'est une joueuse du côté de Laval. Ça a été souvent un match-up contre Fredine Verrier. Puis je pense que de ce côté-là, au premier match, je pense que ça a été un bon défensivement, un bon match-up qui a limité certains tirs. Mais je pense qu'au deuxième match, cette fois-ci, il y a eu beaucoup plus de tirs à l'extérieur du côté de l'UQAM. Ils sont allés à l'intérieur aussi, mais je pense qu'il y a une meilleure balance. Ils ont fait circuler le ballon. Puis du côté de Laval, surtout en début de match, des fois, j'ai trouvé que les prises à 2 étaient peut-être un peu en retard. Parce que, tu sais, quand il y a des prises à 2, il va y avoir quelqu'un qui va être ouvert. OK? Puis quand tu es capable de bien faire circuler le ballon, puis de justement trouver ces erreurs-là d'exécution sur une séquence de prise à 2, c'est là que tu peux vraiment capitaliser offensivement. Puis vraiment aller chercher des points proches du panier malgré le fait qu'il y a une prise à 2. Donc, ou même des tirs extérieurs. Donc, pour moi, c'est ça qui a fait la différence entre ces deux matchs-là. Puis ça va être vraiment intéressant. Je pense que l'UQAM s'est vraiment bien ressaisi. Puis du côté de Laval, encore une fois, c'est une équipe très dangereuse. C'est une équipe qui est très constante. C'est une équipe qui est disciplinée. Puis que, honnêtement, surtout au 4e quart, comme on l'a dit, elles exécutent bien. Fait que, ouais, non, ça, c'est pas bien sorti, mais ouais. On a compris, c'est ça qui est important. Excellent. Puis, fait que ça donne un portrait au basket féminin où est-ce que Bishops est encore en tête, puis on va en parler de Bishops contre McGill, mais l'UQAM Laval, ça va être une bataille, justement, probablement en demi-finale. Là, ça s'enligne pour ça, l'équipe 2 contre 3. Donc, l'UQAM Laval, ça va être une bataille à finir vraiment jusqu'à la fin. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que ça va être très bon à suivre. Je pense que c'est deux équipes qui s'équivalent puis qui ont un style de jeu différent. Je pense que du côté de l'UQAM, c'est une équipe qui est très agressive, autant offensivement, qui attaque le panier, qui attaque l'intérieur. Puis défensivement, elles sont très ardues. Puis du côté de Laval, je pense que c'est une équipe que offensivement, il y a une vraie polyvalence. Tu vas avoir beaucoup de passes rebonds, tu vas avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de, qu'est-ce qu'ils appellent des cotes vers le panier, où vraiment tu pénètres la défense de l'adversaire. Puis défensivement, encore une fois, c'est une très bonne discipline. Fait que ça va être très intéressant à suivre. Mais je pense que Bishops, du côté féminin, a aussi un mot à dire par rapport à qui va être l'équipe qui va être en tête du classement cette année. Ah, absolument, absolument. Puis, bref, on va tomber justement à Bishops. Bishops, sans surprise, qui a gagné ses 2 matchs contre McGill. Bishops première au classement, McGill qui sont dernières. 2 victoires, comme je dis, là, on s'attendait à ces victoires-là quand même. Oui. Bon, pour commencer avec McGill, je pense que, encore une fois, c'est un peu le même
la même difficulté. La question, c'est comment offensivement on peut aller chercher une explosion, une étincelle, puis vraiment s'affirmer dans le match. Le premier match, je pense que ça a été ça le problème. Je pense qu'offensivement, collectivement, il n'y avait pas eu nécessairement un bon rythme. T'sais, elles ont terminé avec un pourcentage de tir global de 27%. Ça n'a pas nécessairement été le résultat attendu, mais je pense que défensivement, c'est là que McGill fait des belles choses. C'est quand même une équipe qui, collectivement, un peu de façon semblable à Laval, elle joue bien défensivement tout au long, mais au final, quand tu n'es pas capable de rentrer tes tirs, peu importe à quel point tu joues bien défensivement, c'est difficile, puis ça devient plus compliqué. Puis du côté de Bishops, encore une fois, c'est une équipe qui physiquement va chercher des rebonds. C'est ça qui a fait la différence au premier match. Ils sont allés chercher 38 rebonds. McGill, ils ont terminé avec, je pense, 29, 28 rebonds, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, quand tu vas chercher 10 rebonds de plus, ben, tu te crées plus d'opportunités. En plus de ça, ben, elles attaquent vraiment au panier. T'sais. Elles ont terminé, encore une fois, avec 22 essais à la ligne des lancers francs. Du côté de McGill, à peu près 15 ou 16. Fait que c'est là que ça fait la différence. Mais au deuxième match, je pense que ça a été vraiment un travail, une très belle performance de American Siciliano. Elle a terminé avec 26 points. Encore une fois, 27 essais sur la ligne des lancers francs par Bishops. C'est collectivement un très beau travail offensif. On va chercher les rebonds. Puis du côté de McGill, un peu plus de succès offensif. Je pense à Daniela Bengo, Emma Jean Scotton. Ces deux joueuses-là, elles ont mené au pointage. Elles ont quand même bien performé, mais je pense que au final, il n'y a pas eu, encore une fois, cette efficacité, cette constance-là offensive. Elles ont terminé encore une fois avec 38% de pourcentage global de tirs réussis. Puis tu sais, c'est des matchs, puis on l'a vu là, dans la distribution du temps de jeu pour Bishops. On en a profité pour faire rouler un peu plus le banc que contre d'autres équipes. Donc, c'est une occasion aussi pour les coachs à Bishops de faire jouer les autres. Fait que, quelque part, je ne suis pas nécessairement sûr qu'il y a de quoi retenir tant pour Bishops par rapport à ça, à part que c'est une équipe qui continue à faire son travail, qui continue à être là. Je l'ai mentionné la semaine dernière, là, on l'a vu, Victoria Garna qui est revenue, n'a pas été partante, mais tranquillement, pas vite, on la réintègre, on lui a donné un peu plus de temps de jeu, des 20 minutes, 27 minutes dans les deux matchs, donc tranquillement, pas vite, je pense qu'on va la revoir prendre sa place parmi le 5 partant des Gators. Chez les hommes, là, par contre, on a eu vraiment deux split decisions, si on veut, à chaque fois. C'est-à-dire que chaque équipe a gagné chacun des matchs, encore une fois, UQAM Laval et Bishops McGill. UQAM Laval, intéressant, Sidney Tremblay-Lacombe, leur meneur, si on veut, leur joueur numéro 1, qui était absent en fin de semaine. Pour quelle raison? Était-il absent? Quel genre de blessure? Bref, est-ce que c'est sérieux son affaire? Oui, j'ai eu la chance d'en parler à leur coach, Nathan Grant. Il n'a pas spécifié la blessure, mais Sidney Lacombe n'était pas à 100%, puis je pense qu'ils ont préféré juste faire attention, pas prendre de risques, puis vraiment s'assurer qu'ils aient leur meilleur joueur en santé en vue des séries éliminatoires. Mais ils ont très bien performé sans lui, puis je pense que collectivement, Sidney Tremblay-Lacombe, qu'est-ce qu'il amène, c'est qu'à cause de son agressivité, son expérience, le fait que c'est un très bon passeur, qu'il a une belle vision, qui peut créer des opportunités pour les autres, il amène un peu cet aspect un peu soleil qui rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers. Mais là, quand il est absent, je pense qu'il y a vraiment eu un très beau travail collectif, notamment avec Steve Joseph, puis Saïd Oussal, que vraiment... il y a encore une fois cette polyvalence encore plus. On le voit à Laval, il y a une très belle polyvalence dans leur manière d'attaquer au basketball. Puis là, tu vas le voir encore plus. Il y a plus de passes rebonds, ça va plus vite. Vraiment, je pense que ça a été un beau travail, mais au final, j'ai parlé à Coach Grant, offensivement, ça n'a pas été nécessairement le résultat, un résultat qui se compare à ce qu'il peut faire offensivement avec Sidney Tremblay-Lacombe. Puis du côté de l'UQAM, ils ont vraiment juste bien joué. Encore une fois, ils vont attaquer au panier. C'est une équipe qui est très bonne aux 3 points. Ils peuvent attaquer, vraiment pénétrer. Du côté de l'UQAM, il y a Baïdé Adara qui a terminé avec 21 points. Alix Lochard,
16 points. C'est des gars qui peuvent vraiment capitaliser sur les erreurs de l'autre équipe, surtout des pertes de ballon, en prenant la balle puis en attaquant en transition. Puis c'est quelque chose d'assez simple, mais c'est pas toutes les équipes qui peuvent faire ça. Parce que tu dois faire vraiment la longueur du terrain. Puis c'est pas tout le monde qui peut vraiment, balle en main, prendre un steal, une perte de ballon, puis aller attaquer rapidement sans se faire toucher. Puis honnêtement, c'est ça que l'UQAM est capable de faire. Puis au final, c'est ça qui a fait la différence dans ce match-ci. Et le deuxième match, et là, c'est Ouais. Laval qui l'a emporté. Un match qui a été serré. Au quatrième quart, Laval a pris un peu le dessus. L'UQAM a bien failli remonter à la fin, là, mais finalement, ça finit par 2 points. Laval qui l'emporte encore une fois sans Sidney Tremblay-Lacombe. Mais cette fois-ci, c'est ça, on arrive à battre l'UQAM. Oui, définitivement. Je pense que pour les 2 premiers quarts, l'UQAM avait vraiment le contrôle du match, je trouvais. Je trouvais qu'ils étaient capables, encore une fois, de capitaliser sur les pertes de ballon, puis aller chercher des points en transition, puis être agressif. Mais au final, offensivement, du côté de l'UQAM, il n'y avait pas nécessairement une bonne assiduité globale, que ce soit au tir global. Ils ont terminé avec 33% au tir global, 21% au tir à 3 points. Puis offensivement, seulement 8 essais sur la ligne des lancers francs. Pour une équipe aussi talentueuse, c'est pas à leur standard. Ils peuvent aller chercher beaucoup plus de lancers francs et être plus agressifs. Puis du côté de Laval, ça a été tout l'inverse. Je pense que ça a été vraiment collectivement une bonne discipline. Ils sont allés chercher des fautes, beaucoup de fautes. Ils ont terminé avec 19 essais sur la ligne des lancers francs, 84% de réussite. Vraiment, malgré le fait qu'au tir global, ils ont pris beaucoup de tirs puis ils les ont ratés, mais ils sont restés très constants. Puis à la fin du match, je pense que ça a été vraiment au niveau exécution. l'UQAM, beaucoup de pertes de ballon, beaucoup plus de jeu. C'était vraiment une phase à partir de la fin du 3e quart de ce match-là. Ça a été vraiment qu'est-ce qu'on appelle vraiment un creux où, puis on l'a mentionné dans d'autres podcasts, où l'UQAM va jouer un peu plus de jeu individualiste, il y a moins de mouvements, puis c'est là qu'ils sont plus vulnérables. Puis avoir ce creux-là en fin de 3e quart, ça a continué jusqu'à la fin du match. Ça a été une très belle période pour Laval de reprendre le contrôle puis de s'affirmer. C'est ça qui a fait la différence dans ce match-là. Puis tu l'as mentionné, beaucoup de tirs ratés. C'est pas des hauts pourcentages à 32 puis 33% de réussite quand on regarde des deux côtés. Mais à la fin, évidemment, beaucoup de tirs ratés impliquent beaucoup de rebonds. Mais c'est Laval qui a gagné la bataille des rebonds aussi dans ce match-là, 51-42. Donc, tu sais, un 9 rebonds de différence dans un match, à un moment donné, ça fait la différence. Exactement. On a eu aussi un Bishops McGill. Et là, dans ce cas-ci, encore une fois, comme je le mentionnais, on a eu une victoire de chaque côté. McGill qui remporte le premier match, 89-76, mais Bishops réplique fort, 83-69. Fait que 2 matchs complètement différents pour les deux équipes. Oui, pour le premier match, je pense qu'il faut parler de Samuel Chaput du côté de McGill. C'est un joueur exceptionnel. Dans les 2 matchs, en fait, extraordinaire. Oui, dans les 2 matchs, mais c'est un gars exceptionnel. Ça, c'est un gars qui arrive de la NCAA de Monmouth, hein, si ma mémoire est bonne. C'est un gars qui, justement, on ne l'a pas connu dans sa carrière universitaire ici. Il jouait dans la NCAA, mais il arrive ici comme pour jouer son année senior avec McGill. Mais c'est un gars qui sort de nulle part pour beaucoup de monde, là, mais Samuel Chaput, très, très, très solide. Définitivement, ce qui m'impressionne beaucoup avec lui, c'est sa capacité à vraiment attaquer le panier, créer beaucoup de lancers francs. Tu sais, dans ce premier match, il a terminé avec 30 points, 16 essais sur la ligne des lancers francs, 15 de ces 16 réussis. OK? Fait que quand tu es capable de faire ça, c'est vraiment impressionnant. Puis ça facilite les choses pour tes autres coéquipiers. Tu sais, Sam Jenkins, il a terminé avec 17 points. Harris Elizovic qui a terminé avec 17 points aussi. Fait que collectivement, ça a été un bel effort. Puis c'est une équipe qui joue très dur. C'est une équipe qui joue très bien défensivement. Ils ont une belle ardeur. Fait que, tu sais, malgré le fait qu'ils sont pas nécessairement, ils sont en bas du classement, c'est des très belles choses depuis le début de l'année, McGill. Puis je pense qu'ils l'ont montré dans ce match-là. Une autre affaire collectivement, avec Samuel Chaput notamment, ils ont terminé avec 23 essais sur la ligne des lancers francs. Du côté de Bishops, encore une fois, ils ont montré leur taille. C'est une équipe qui va chercher des rebonds. C'est une équipe qui est assez disciplinée offensivement. Ils font des belles choses. Puis ils attaquent proche du panier eux aussi. Mais quand tu as une explosion offensive avec un gars comme Samuel Chaput du côté de McGill, c'est ça qui arrive. Ah, exact. Puis, tu sais, encore une fois, dans le deuxième match, 29 points pour Chaput, malgré tout. Mais
dans ce deuxième match-là, on a réussi à empêcher les canons, si on veut, de McGill de marquer. Je pense à Harris Elizovic qui finit 1-11. Tu sais, veut pas, à un moment donné, si tu arrives à garder ce gars-là sous silence, façon de parler, ben, tu commences à couper des choses. Sam Jenkins, seulement 11 points. Ben là, tu as beau avoir Samuel Chaput qui joue un gros match, tu as quand même besoin de la production des Elizovic et Jenkins. Puis même, je dirais, j'ai rajouté Cam Elliott, là, qui est un gars quand même qui a son importance dans cette attaque-là ou dans cette équipe-là de McGill, finit avec 0 points dans ce deuxième match-là. Donc, pas nécessairement surprenant. Il y a vraiment eu un manque là, de ce côté-là pour McGill. Oui, puis du côté de Bishops, je pense qu'ils sont revenus à leur base. Ils sont allés chercher beaucoup plus de rebonds. En fait, ils ont gagné la guerre des rebonds. Puis c'est ça leur point fort à Bishop, c'est des gars qui sont très grands. Fait qu'ils peuvent aller chercher des rebonds. Ils ont terminé avec 47 rebonds. C'est une équipe que je serais pas. Ils peuvent aller à 50. Là. Genre, je suis pas surpris. Vraiment, ça a été ça la différence. Défensivement, ils ont été disciplinés, constants. Offensivement, Charles Robert, encore une fois, très beau match avec 16 points, 10 rebonds, 8 passes décisives. Fait que ça, c'est intéressant aussi quand tu as un gars qui peut battre les gens à l'intérieur. Puis aussi, prendre des bonnes décisions, ça fait une différence parce que si tu veux vraiment défendre un gars comme Charles Robert qui peut le dominer à l'intérieur, ben, encore une fois, des prises à deux. Puis quand ton gars qui est à l'intérieur, qui est en prise à deux, qui peut en plus faire des passes au périmètre, prendre des bonnes décisions, ben, ça laisse des gars ouverts pour des tirs faciles aux 3 points ou des tirs faciles aux 2 points. Fait que c'est ça qui a fait la différence aussi, c'est t'as un gars comme Charles Robert qui peut dominer à l'intérieur et faire prendre les bonnes décisions quand il y a la balle devant une prise à deux ou devant une séquence où c'est plus difficile défensivement de capitaliser proche du panier. Exact. Écoute, je pense que ça fait pas mal le tour de nos matchs de cette semaine. La semaine prochaine, on a des affrontements Bishop-UQAM, et ça, ce sera intéressant, et Concordia-McGill. Donc, oui, c'est ça, exactement ce que je disais. Oui, je suis en train de revérifier mon calendrier. UQAM Bishops, on attend quoi de ça? Je pense que, en tout cas, du côté masculin, c'est une chose. Bishops, tu parlais de Charles Robert, ces joueurs-là, vont donner un défi à l'UQAM, mais l'UQAM, théoriquement, devrait être en mesure de s'en sortir. Par contre, du côté féminin, là, c'est autre chose, parce que UQAM Bishops, c'est la bataille au sommet. Oui. Je pense que du côté féminin, ça va être un très bel affrontement. On parle de, à mon avis, les deux meilleures équipes du circuit pour du côté féminin. Laval n'est pas loin, là. C'est vraiment ces trois-là. Mais je pense que, vu que leur statut au classement, je pense que l'UQAM et Bishop se sont un peu démarqués durant la durée complète de la saison. Fait que pour moi, ça va être très intéressant. Ça va être un très bel affrontement de ces deux équipes-là. Est-ce que du côté de Bishops, ils vont être capables de, au niveau de gérer la pression que l'UQAM peut exercer sur les gardes, notamment Mackenzie Siciliano? Ça va être intéressant de voir comment ils vont s'ajuster, comment ils vont répondre à ça, à la physicalité de l'UQAM. Puis du côté de l'UQAM, je pense que est-ce qu'ils peuvent vraiment faire circuler le ballon quand ça ne marche pas au panier, sur le périmètre, puis créer d'autres opportunités que juste attaquer au panier. Parce que Bishop, ils ont vraiment des ailiers qui sont de grande taille, de façon semblable à l'UQAM. Ça va être intéressant à suivre. Du côté masculin, moi, j'ai hâte de voir comment l'UQAM va se ressaisir après cette défaite à Québec. Bishops, c'est une équipe qui est de très grande taille. C'est vraiment l'équipe dans le circuit que, physiquement parlant, peut vraiment rivaliser, on va dire, avec l'UQAM, juste par rapport à la taille, la capacité d'aller chercher des rebonds. C'est des gars qui sont très physiques, notamment avec Charles Robert, notamment. Fait que ça va être intéressant à voir comment l'UQAM va répondre à ce défi-là pour vraiment se ressaisir. McGill Concordia. Chez les femmes, dans le fond, c'est la bataille pour la dernière place en éliminatoire. Ça va être intéressant. Arige Burgonio peut-elle faire, en tout cas, on s'attend à ce que ce soit probablement elle qui soit la clé pour faire la différence pour Concordia chez les femmes. Oui, je pense que du côté des les Stingers face à McGill, pour moi, c'est deux équipes que défensivement, tout au long de la saison, malgré les défaites qu'elles ont subies, il y a un bel effort. Fait que pour moi, c'est là où ces deux équipes-là se rejoignent, c'est qui
va pouvoir gagner cette bataille-là défensive, mais aussi créer cette étincelle offensive pour prendre le dessus et amener quelque chose de plus. Fait que, que tu l'as mentionné avec Arich Bergonio, pour moi, ça va être l'élément à suivre. C'est une fille qui a montré qu'elle est capable d'exploser offensivement, d'aller chercher des fautes, de capitaliser sur la ligne des 3 points notamment. Puis du côté de McGill, c'est qui va être capable de, s'il y a une situation où, par exemple, Arich Bergonio explose, est-ce que collectivement, on va être capable de répondre à ça offensivement? Ou est-ce qu'il y a une d'entre elles va être capable d'exploser puis de amener l'équipe au-dessus? Parce que c'est aussi ça le basket. Tu sais, c'est comparé par exemple au football où tu as beaucoup de joueurs. Tu sais, un joueur va pas nécessairement t'amener plus loin que les autres. C'est plus un travail collectif. Alors qu'au basket, il y a moins de gens sur le terrain. Fait qu'une personne, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois, peut vraiment faire la différence. Beaucoup plus que dans d'autres sports d'équipe. Fait que pour moi, ça va être ça va être l'élément clé à suivre du côté de McGill. Puis, du côté masculin, les Stingers sont revenus d'une semaine de bye week, de pause. Fait que pour moi, ça va être comment ils vont se réajuster, qu'est-ce qu'ils ont appris de leur séquence de défaites. Je pense que leur dernière séquence de défaites, au 4e quart, ça allait de mieux en mieux. Il y a une belle amélioration. Fait est-ce qu'ils vont être capables d'amener ça contre McGill, une équipe qui montre des belles choses aussi, offensivement et défensivement? Parce que Concordia, c'est important. Là. Ils ont perdu leurs 7 derniers matchs, mais comme tu dis, ils ont montré des belles choses dernièrement. Par contre, là, il y a une pression parce qu'on veut garder notre place pour les éliminatoires. Et là, c'est en jeu parce que s'il fallait que McGill gagne ses 2 matchs contre Concordia, là, on aurait 2 équipes à 5-9. It's up for grabs. Là. À un moment donné, c'est là qu'on est rendu avec ces 2 équipes-là. Fait que Concordia a une situation de gagner, dans une situation, doit absolument gagner un de ces 2 matchs-là pour garder ses espoirs de faire les éliminatoires. Ah, 100%, je pense que ça va être le match qui, pour moi, va être serré. C'est 2 équipes qui jouent dur. Puis c'est 2 équipes que tout au long de la saison, ils ont fait face à beaucoup d'adversités, que ce soit des blessures ou peu importe. Ouais. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont appris de ces défaites-là, puis comment ils vont amener ça pour s'ajuster dans ce dernier match-là. Excellent, excellent. Ben, écoute, encore, on va avoir une magnifique fin de semaine de basket à suivre. Puis, regarde, tu vas être là pour nous regarder ça, nous suivre ça, puis nous raconter ça la semaine prochaine. Donc, un gros merci, Jason, pour ton travail, encore une fois. Très apprécié. Et ça fait plaisir. Merci, Phil. Allez voir les matchs. C'est tout ce que j'ai à dire. Yes. Salut. Salut. Entrevue de la semaine. Cette semaine, on a avec nous le passeur du Vert et Or de Sherbrooke, de l'équipe évidemment masculine de volleyball, Jonathan Portelance. Salut, Jonathan. Salut, merci de me recevoir. Et merci d'accepter, Jonathan, qui est peut-être pas connu du grand public comme les joueurs de football peuvent l'être et tout, mais dans le monde du volleyball, quand même au Québec, t'es un joueur, qui vient d'une famille connue. On en parlait avant de faire l'entrevue. Ton père, Jean-Louis, ça fait une trentaine d'années certainement, qui est dans le monde du volleyball, est entraîneur. Et toi, aujourd'hui, tu es un joueur, tu as été recrue de l'année passée au niveau du Québec en volleyball masculin. Et tu as amené, et tu as été une partie vraiment importante des succès du Vert et Or l'an passé, où est-ce que vous avez terminé quand même 3e au championnat canadien. On va y revenir tantôt. Je veux parler avec toi de comment tu as commencé à jouer au volley. J'ai un peu ma réponse en me disant que ton père est là-dedans, mais je vais te laisser m'expliquer. Est-ce que tu étais un gars qui était dans plein de sports? Et quand est-ce que tu as commencé le volley? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as embarqué très jeune? Bref, raconte-nous un peu. En résumé, c'est la blague qu'on se dit un peu, mais moi et ma soeur, on a comme pas eu le choix de jouer au volley quand on était jeune, justement. Mon père qui était un excellent coach, ma mère aussi qui jouait dans le temps. Fait que la culture du volley a été facile à nous incorporer, mais c'est surtout qu'on avait du fun Mon père, il allait voir des matchs, il nous amenait, puis ça donnait le goût vraiment de jouer. Puis moi et ma soeur, on était 2 très grands sportifs à la base. Fait que moi, mes cours d'éducation physique, c'est là que
je m'amusais le plus, puis que je me développais dans tous les sports, mais le volley, ça a tout le temps resté, je vais dire, ma priorité ou que c'est là que je m'épanouissais, puis que j'avais le plus de fun, puis en apprendre, puis je voulais justement, j'ai un peu arrivé à mes fins en voulant dire que je voulais atteindre le plus haut niveau, puis c'est là que je me rends et où est-ce que je peux me rendre encore, fait que c'est vraiment ça mon objectif avec le volleyball. As-tu commencé justement très très jeune, à 5-6 ans, à faire des touches, des manchettes, ou c'est arrivé quand même plus tard parce que ça reste, comment dirais-je, c'est rare qu'avec les amis dans la rue, on développe ces affaires-là. On joue plus au hockey dans la rue, on court partout. Quand on est tout petit, on fait toutes sortes d'autres choses, mais le volley, ça reste des éléments un peu plus techniques. On apprend ça un peu plus tard souvent. C'est bien rare que c'est très très jeune. Toi, est-ce que ça a commencé vraiment jeune? Avais-tu des ballons de volley proches ou... On est né avec des ballons de volley dans les mains, fait que, Ok. en effet, plus jeune, on s'amusait déjà, mettons, à nos parents, on se met en cercle à 4, puis on se fait des touches manchettes, puis moi, j'ai commencé à jouer au mini-volley, je pense, en 5e année, mais en 5e année, j'étais déjà capable de faire un semi-pepper avec mon père, d'être capable de faire plusieurs contacts. Oui, à cet âge-là, quand on était sur la plage, il y a des personnes qui venaient nous voir, c'est comme, OK, le petit, il sait jouer un peu, mais... Fait que j'ai eu la chance de commencer très très jeune, tandis qu'il y en a d'autres qui vont commencer beaucoup plus tard, comme ils peuvent commencer au cégep ou même en secondaire 5. Fait que moi, j'ai eu la chance de commencer plus avancé. Étais-tu à Jean de Lamennais quand tu étais jeune? Tu allais sur l'école secondaire où tu es allé? Oui, j'allais secondaire 1 à secondaire 5 à l'école Jean de Lamennais. Ouais. As-tu toujours été passeur? J'ai fait un peu toutes les positions. J'ai commencé ailier, puis je vais même dire que j'étais central en secondaire 1. Puis je pense en la fin secondaire 1, à un moment donné, on s'en va dans un gros tournoi, puis je pense que j'étais rendu ailier, puis c'était un peu drôle parce que notre passeur, il était pas capable de se rendre à l'aile vraiment, fait que je pouvais pas shiner, je pouvais pas avoir le nombre de balles que j'aurais voulu. Fait que c'est une discussion que j'ai eue avec mon père de savoir, tu sais, un bon passeur, ça fait en sorte que l'équipe, elle augmente, puis c'est là que j'ai fait une transition soudaine, on va dire. Au début, quand t'es jeune, t'aimes juste ça attaquer. Mais mon père, tu sais, étant un bon coach, il savait que c'était un projet à long terme puis que j'allais avoir du fun plus tard. Mais qu'en ce moment, tu sais, c'est des petits sacrifices quand t'es jeune de si tu veux gagner, si tu veux que l'équipe soit meilleure, c'est des choses à faire. Fait que c'est à partir, on va dire, fin de secondaire 1 que je suis devenu passeur à temps plein. Puis après, ça a été de m'amuser avec ça. Puis un des choses que mon père m'avait comme promis, vu que je voulais attaquer, c'était de m'apprendre à faire un service spiké. OK. Fait que ça a été un peu ma récompense pour passer. Puis, Tu avais le droit de frapper dans le ballon pareil. c'est ça, développer ça. Déjà, à cet âge-là, c'était un peu moins reconnu. Mais juste de le pratiquer, puis encore aujourd'hui, regarde, c'est encore mon service. Donc, c'est encore ma récompense. Est-ce que, parce que tu mesures quoi, 6 pieds 3, 4, 6 pieds 3? Oui, 6 pieds 3. Est-ce que tu étais dans les grands assez jeunes ou tu as eu ta poussée de croissance plus tard? Parce que souvent, on va mettre nos grands centraux. Notre athlète, on le met ailier ou puis notre passeur, souvent, ben, c'est celui qui a du talent, mais il est plus petit. Fait que, regarde, on va lui faire passer le ballon. Fait que si tu étais très grand, ça reste plus rare, très jeune, que le grand de l'équipe qui soit passeur. Donc, toi, as-tu eu ta poussée de croissance tôt ou tard? J'étais dans les grands, quasiment les plus grands, mais j'étais pas le plus grand de l'équipe. Donc, je vais dire, me mettre à la pause, ça n'a pas fallu convaincre le coach que j'avais dans ce temps-là. Fait que ça n'a pas été vraiment un débat à faire. Elle savait que même moi, si j'étais à la pause, je pouvais faire, je pouvais être offensif, puis ça pouvait aider vraiment l'équipe. Puis encore aujourd'hui, je vais dire, je suis d'un grand, mais je ne suis pas encore d'un plus grand. Fait que, selon moi, 6 pieds 3, t'es dans la bonne hauteur pour être passeur, même si tu peux être un peu plus grand. Mais, à plus haut niveau, effectivement, rendu là, ça, c'est une autre histoire, effectivement. Mais ouais. c'est souvent jeune, c'est ça. À 6 pieds 3 au secondaire, tu es quand même grand. Quand tu arrives, comme tu dis, avec l'élite, ben là, c'est une autre histoire. Ouais, mais oui, souvent, c'est ça. Tu mets le plus petit qui a des habiletés pour mettre en pause, puis tu t'occupes de ça. Mais ouais. Toi, bon,
as évolué au secondaire et tout. Est-ce que tu as fait des camps d'équipe Québec, des camps d'espoir, des choses comme ça? Puis à quel point ça t'a justement, est-ce que tu étais quelqu'un qui a été conforté dans ta décision de jouer au volley en passant à travers des étapes comme celle-là, ou c'était des objectifs, fait que c'était normal d'aller faire ces camps-là? Moi, je pourrais dire que le volley, ça m'a aidé à réussir à l'école. OK. Je n'étais pas un grand étudiant, puis j'ai tout le temps fait du volley sur le côté. Puis comme tu as dit, l'été, il fallait que je m'occupe aussi. Fait que tous les camps espoir, relève, élite, puis même à 16 ans, j'essayais déjà d'être les camps d'équipe nationale, savoir se mesurer aux autres bonnes équipes qui viennent du Canada. Donc, c'est ça, c'est vraiment de jouer au volley sans arrêt. Puis ça m'a aidé à passer. En profitais-tu pour jouer au beach volley aussi l'été? Ben, c'est ça, oui, souvent les camps d'été, ils vont pas durer tout l'été. Fait que, je vais dire, je bonifiais ça avec des petits tournois, que j'étais justement avec un de mes bons amis qui jouait au volley aussi. Fait que c'était vraiment juste de jouer plus le volley, puis même que le beach volley, ça peut se voir comme un passe-temps, mais moi j'ai vu ça comme quoi que ça a bonifié mon niveau de jeu à l'intérieur aussi, parce que ça développe des petits je vais dire, skills différents que tu vois à l'intérieur. Là. Donc, de la force d'un jambe puis de la rapidité de mouvement. C'est ouais. Le monde qui n'a jamais mis les pieds dans le sable pour jouer au volleyball, tu te rends compte que c'est un autre sport. Oui, c'est une expérience différente que je propose à n'importe qui joue au volley, de l'essayer. Là, même que notre coach d'université l'été, il ne veut pas nous voir dans des gyms à l'intérieur. Il dit allez jouer au beach, entraînez-vous, faites de quoi de différent. Là, puis, ouais. C'est bon, exact, pour vous travaillez autrement que de juste faire systématiquement toujours les mêmes mouvements. C'est une bonne affaire. Ouais. Et là, tu as continué, puis est arrivé la fin de ton secondaire. Et comment tu as fait le choix de ton équipe au niveau du cégep? C'est une bonne. Je vais dire que mon premier choix, ça a été ma première année, j'étais allé au cégep de Saint-Jean sur Richelieu. Que j'ai fait ce choix-là parce que j'avais tous mes amis de volley y allaient là, tous les gars avec qui je m'entendais bien. Puis Saint-Jean, ils m'avaient déjà recruté pour pas recruté, mais que j'étais dans leur équipe civile 16 ans et 18 ans. Fait que j'étais un peu déjà dans la poursuite pour aller avec eux. Mais notre première année, ça n'a pas tant bien été. Ensuite, il allait avoir un changement de coach. Fait que là, il allait avoir j'ai pas le terme français pour une reconstruction Okay. de l'équipe, de toute l'organisation. Puis moi, j'étais vraiment plus dans ma tête, j'étais plus niveau performance. Je voulais tout de suite aller chercher le championnat provincial, aller au Canadien et tout. Puis je voyais une reconstruction, puis ça me tentait pas, ça ne me rejoignait pas. Fait que c'est là que je me suis dit que j'allais regarder pour les autres équipes, voir c'est quoi les autres options. Puis j'ai fini par aller au cégep de Sherbrooke avec les volontaires, qui étaient d'autres gars que je connaissais un petit peu, j'avais fait les équipes du Québec avec eux. Puis c'est ça, je savais que les gars étaient performants, puis je m'entendais bien avec eux. Et en parlant avec le coach, j'ai vu que nos objectifs se ressemblaient. Il savait que si je venais me rechercher, les chances de gagner un championnat provincial, ils augmentaient. Qu'on était capable d'aller chercher un podium au Canadien. Donc, j'ai accepté de faire ce sacrifice-là, je veux dire, de me déplacer de mon chez-moi à Sherbrooke. Puis finalement, nos objectifs se sont réalisés. Fait en gagnant le championnat provincial et une troisième place au championnat canadien. Et c'est l'année que je suis arrivé. Puis l'année suivante, c'était l'année COVID. Donc, pour moi, ça a été bon l'année COVID vu que j'ai eu l'opportunité d'aller m'entraîner au Centre national. Okay. Mais, niveau collégial, ça s'est fini après cette année-là. Parle-moi-en donc, justement, le Centre national, comment ça marche? Est-ce que tu fais juste dire, je me présente là, puis on me donne une opportunité, il faut que tu sois invité? Comment ça fonctionne pour avoir l'occasion d'aller justement t'entraîner dans ces conditions-là? Cette année-là, vu que c'était exceptionnel à cause de la COVID, ça a vraiment été par invitation.
en vue de cet été-là, il y avait le championnat mondial U21. Ouais. Donc, ils voulaient tout de suite essayer de faire en sorte que le monde qui sont en dessous de 21 ans puisse s'entraîner pour pouvoir performer à ce championnat mondial-là. Vu que toutes les autres équipes y étaient arrêtées, ben, toutes les autres équipes, la majorité des équipes étaient arrêtées. Ils ne voulaient pas que le niveau au Canada baisse, tandis que d'autres équipes pouvaient continuer à s'entraîner. Mhm. Donc, c'est ça, ils ont lancé des invitations au U21, ce qui nous a permis de nous entraîner, mais c'était vraiment en vue de la compétition qui s'en venait. Puis, bon, faire sa place à ce niveau-là, à quel point la coche est haute entre ce que tu avais vécu au Québec, puis toute la compétition que tu peux avoir vécue, puis t'entraîner à ce niveau-là. Comment tu as vécu ça? Ben, pour commencer au début, moi, ça juste faire sa place sur l'équipe nationale, je sais pas les autres sports, mais volley, je sais que ça a été très difficile. Moi et mon père, on se parle souvent que la première sélection, je suis allé aux 16 ans et moins, que j'étais dans ceux qui auraient dû être sélectionnés, mais étant du Québec, que veut pas, l'organisation de l'équipe canadienne, c'est majoritairement en anglais. Mon anglais n'était pas tant, je vais dire, raffiné que ça. Fait que ça va comme couper une porte, mais moi, ce que je propose à tout le monde qui peut écouter, c'est que dès que tu peux mettre ton nom sur un fichier de l'équipe canadienne, si jamais c'est ce que tu veux y aller, dès que tu rentres dans le système, tu es dans le système, puis là, s'ils te voient gagner un championnat, s'ils te voient participer au championnat canadien, tout, ils vont avoir des yeux sur toi, tandis que si tu n'as pas fait une simple démarche, là que ça peut te couper, fermer des portes, là, mais moi, c'est ça. Avec première expérience, ça n'a pas bien été. Par contre, justement, après qu'on a fini 3e au championnat canadien, ça a comme sonné notre cloche, je vais dire, au sélectionneur ou quelque chose de même. Puis là, ils ont vu que j'avais un potentiel pour le U21. Fait que c'est là qu'ils m'ont amené au centre national. Puis là, c'est là que j'ai pu mesurer là, pendant, je pense que c'était 2 mois, vraiment avec le monde de mon âge. Puis il y avait aussi un petit peu des plus vieux, mais puis là, j'ai pu vraiment faire ma place, prouver que j'étais meilleur que les autres, que certains. Puis que j'ai pu avoir ma place au championnat mondial U21. Puis ça, ça reste un autre niveau encore. Ouais. C'est quoi le feeling, justement? Là, tu es là, tu dis, OK, là, je suis dans l'équipe canadienne. Ça reste que tu as la chance là, de vivre des expériences qui sont très rares pour la plupart du monde. Un, de représenter son pays. Deux, de justement jouer au plus haut niveau possible pour ton âge. Évidemment, il y a l'équipe nationale senior. Là, il y en a qui ont en bas de 21 ans dans certains pays et qui arrivent à le faire, mais ça, c'est une chose. Mais juste être à ce niveau de volleyball-là, jouer contre d'autres pays, c'est quoi? Est-ce qu'encore une fois, tu sens, le niveau de difficulté ou c'est tout le temps de dire, OK, je fais ma place, je suis là, c'est correct, puis, est-ce qu'on a un sentiment un peu de, je ne veux pas dire d'infériorité, mais un sentiment de on n'est pas sûr versus, non, je m'en vais là, moi, je sais que je suis correct, puis t'es comment par rapport à ça? Je te mentirais pas le feeling quand je suis rentré avec, je suis rentré dans la salle avec les 5 coachs qui étaient assis, tu t'assois sur la chaise devant, puis là, ils te disent, regarde, on te prend pour aller au championnat. Ça a été, pour moi, ça a été incroyable. Depuis que je suis jeune, je me suis tout le temps dit, je veux faire partie de l'équipe canadienne, je veux aller participer à des gros tournois, je veux voyager, représenter, puis montrer de quoi je suis capable. Fait que, juste ça, si tu te sens bien, puis là, quand je suis allé au championnat, c'est encore mieux, t'es comme, oui, t'es là, mais en même temps, t'as le goût de performer, t'as le goût de jouer, juste voir le niveau. Mais tu veux pas l'entraînement, une fois que tu fais partie de l'équipe, tu vois ton chandail de l'équipe canadienne avec ton nom de famille derrière, c'est des souvenirs, mais en même temps, quand tu t'entraînes, tu as tout le temps ça dans la tête que les coachs, ils nous le rappellent la raison, tu représentes ton pays, c'est pas un fardeau sur ses épaules, mais c'est un poids que tu dis, OK, je joue pas juste pour moi non plus, je joue pour quelque chose qui est encore plus grand, puis les gars aussi à côté de moi. Donc, juste ça, c'est tellement gros que c'est le fun, puis ça te donne
ça te donne le goût de t'entraîner encore plus, puis ça te pousse, veux pas, dans tes entraînements. Là. Puis comment ça t'a aidé, ça, après cette expérience-là, cette peut-être nouvelle façon de t'entraîner là, ce niveau de pression, un peu comme on peut le dire, comment ça t'a préparé à passer au niveau universitaire, puis d'arriver avec le vert et or? Puis j'imagine que tu es allé avec le vert et or parce que c'était une suite logique de partir des volontaires et d'aller avec le vert et or, ou je ne sais pas si tu as été... J'imagine que tu as été recruté par d'autres programmes aussi, mais tu peux nous expliquer ça? Là, est-ce que Sherbrooke, c'était justement une suite logique, puis justement ton entraînement, comment il t'a préparé à cette suite-là? Ben, comme tu dis, ça a été une suite logique, je veux dire, Sherbrooke, mais aussi, c'était... c'est un des gars avec qui je joue, Zachary Hollins. Mm-hmm. Il m'a dit ça une fois au cégep, lui, il veut pas faire partie d'une organisation, je veux dire, qui gagne à chaque année. Il m'a dit ça une fois, puis il dit, moi, je veux que ça soit l'année que je dis, genre, cette année-là, c'est nous qui a starté ça, qui a fait ça, puis que si on est capable de construire de quoi après, en recrutant d'autres mondes, il dit, c'est un changement qu'il veut faire, puis dès qu'il m'a dit ça, j'ai fait I'm in, je veux dire, je veux faire pareil. Puis que de voir que ce groupe-là de Sherbrooke, je veux dire, collégial, que la majorité a été à l'université, pour moi, ça a été comme un no-brainer, disant faut que j'aime aussi. Puis en plus, que ça s'est rajouté avec d'autres gars on connaissait déjà les entourages, mais des autres équipes, puis ça a juste bonifié tout, puis avec la même mentalité que nous autres, que ça a juste donné tellement le goût d'y aller. Mais en termes d'entraînement, pour moi, passer à l'universitaire, je pense qu'avoir eu le championnat mondial, ça a été la meilleure préparation que j'aurais pu avoir. Parce que je suis arrivé là, puis c'est comme si ça faisait déjà 1 an que je jouais universitaire. Fait que c'est comme si j'avais déjà eu ma préparation avant de voir un gros calibre, des gars qui jouent haut. Tu arrives au universitaire, il faut juste t'adaptes, des joueurs différents, mais j'avais déjà le sentiment que c'était ma place. Je me sentais pas comme un nouveau, justement, peut-être parce que le fait de jouer pour l'équipe canadienne, ça te donne un petit peu une confiance. Tu sais déjà que le monde, pas il te redoute, mais ils savent déjà qu'il faut faire attention à lui. Quand d'habitude, tu arrives, tu es une recrue, puis le monde, ils vont pas se payer ta gueule, mais comme ils vont pas... T'as des preuves à faire en temps normal, alors que là... je savais que j'en avais un peu à faire, mais en même temps que j'avais déjà la confiance de mes coéquipiers, parce que déjà là, j'avais manqué... je pense que j'ai manqué 1 mois ou 1 mois et demi de pratique. J'arrive 2 semaines après notre premier match universitaire. Mais les gars, ils savaient que je n'étais pas en train de me pogner le bain, que je m'entraînais comme un débile, puis que j'allais arriver en game shape. Là, fait que ça m'a vraiment préparé. Puis là, vous avez eu une saison, dans la saison régulière, c'est correct. Vous gagnez vos matchs, votre part de match et tout. Je pense que vous avez fini même 3e dans la saison. En tout cas, 2e ou 3e, c'est pas important. Ouais. Puis là, arrivent les éliminatoires. Puis là, on a vu, vous aviez commencé à gear up, je peux me permettre l'expression, en fin de saison. Mais vous arrivez là, puis 0-0, comment je dirais, pas de scrupule, rien. On arrive là, puis j'avais l'impression, je disais, OK, tu sais, contre Laval, contre Montréal, tu sais, ça va être des grosses games. C'est des équipes, tu sais, rodées. Puis vous êtes arrivés là, puis moi, j'avais regardé un match ou 2 ici et là, pas assez pour saisir comment je dirais, l'essence des équipes, là, puis regarder ça. Ouais. J'ai découvert le vert et or, une équipe avec un noyau qui se tenait, mais extrêmement serré, puis vous étiez tous des jeunes ensemble. Tu sais, tu parlais de Zachary Hollins, les gens qui ne le connaissent pas, c'est un gars de 6 pieds qui saute comme ça n'a juste pas de sens. Écoute, il attaque contre n'importe qui, il a 0 enjeu, lui non plus. Même Julien Vanier au centre à 6 pieds 3. Pour un centre, c'est clairement pas impressionnant à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, je regardais l'équipe, je dis OK, cette équipe-là est vraiment spéciale. Puis vous l'avez faite, vous avez gagné le championnat provincial, vous êtes arrivé au Canadien, puis même aux Canadiens, les équipes, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à votre niveau de... Je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez, puis peut-être c'est toi qui peux l'expliquer. Est-ce que c'est votre cohésion d'équipe, votre esprit d'équipe, justement, cette volonté-là de, comme Zachary disait, on s'en va bâtir quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'était si spécial et que ça continue de l'être, cette équipe-là du Vert et or? Je te dirais, je ne pourrais pas dire pourquoi la saison n'a pas été aussi bien que la fin. Je veux dire, on se cherchait un peu, peut-être au début. Il y a eu des hauts et des bas.
mais en période en fin de saison, je pense qu'on a trouvé justement les éléments clés. Notre coach, Fethi Abed, il est super bon pour justement, je vais dire, construire en but d'un objectif. Mais rendu là, en série éliminatoire, c'est vraiment les gars, c'est des gamers. C'est du monde qui craque pas sous la pression puis qui veulent justement qui veulent ça, des moments importants puis qui carburent à ça. Puis on peut le voir en fin de semaine, justement, on a joué contre l'Université Laval au PEPS à guichet fermé. Oui, absolument. C'était formidable d'ailleurs. Oui, un super beau match, mais justement, c'est ce type de match-là qui nous va le mieux, justement, quand il y a un enjeu, quand il faut gagner, c'est là que les gars ils sortent le meilleur qu'ils peuvent. Puis ça s'est présenté encore au championnat canadien. On savait que les équipes ils nous voyaient comme l'équipe du Québec. Souvent, les Québécois, on se fait voir comme des petits qui ramassent tout et qui font juste gueuler comme n'importe quoi. Puis, c'est drôle parce que c'est un peu ça. On a de l'énergie, puis notre énergie, souvent, elle fait peur aux autres équipes. Mais c'est souvent ça, puis qu'on est surtout fort mentalement. Fait que, peu importe si les autres équipes ils nous tapent dessus, ben, on est capable de rester ensemble, puis de faire de la diversité quand même contre les autres équipes. Fait que ça vraiment. Je sais que notre force, c'est juste d'être fort, d'être bon sous la pression. Puis ce qui se passe avec cette année, c'est encore la même affaire, mais ça, on va sûrement y revenir. Mais exact. Puis, tu sais, les championnats canadiens l'an passé, je pense que, en tout cas, pour beaucoup de monde, ça a été. On a découvert ce groupe-là que vous êtes. Puis, tu sais, je parlais de Zachary, je parlais de Julien Vanier. Je ne veux pas oublier Johan David, qui est formidable aussi, tu sais. Vous avez une équipe, justement, qui joue vite, qui a tout le temps, on a tout le temps l'impression que malgré que vous venez de vous faire taper 2-3 points de suite, que le prochain point est à vous autres, vous êtes extrêmement difficile à battre, extrêmement combatif. Puis je le vois là, le match contre Laval, on peut en parler du match contre Laval en fin de semaine. Tu sais, ils ont Nicolas Fortier, Lausier qui sont là, tu sais, des attaquants reconnus au niveau même canadien, que leur moyenne d'attaque est incroyable. En fin de set, le troisième puis le quatrième set, vous tiriez de l'arrière à chaque fois. 25-24, ça finit 28-26. Vous perdiez 22-19, vous gagnez 25-23. Et là, j'ai dit, OK, ces gars-là, c'est justement ce que tu mentionnes, votre force de caractère. Le troisième set, vous le finissez parce que vous réussissez toutes vos attaques. D'un coup, vous êtes plus parable. Puis eux autres, le quatrième set, c'est eux autres qui se mettent à rater toutes leurs attaques au moment clé, qui fait que... Puis ça, cette force mentale-là, est-ce que c'est parce que vous êtes un groupe qui avait appris à croire en vous autres, ou bien c'est parce que tu dis, OK, non, on est juste une gang de gars comme ça, puis ça donne qu'on se motive là-dedans. Tu sais, c'est quoi justement ce noyau-là? Qu'est-ce qui fait de votre... Tu parles de votre force mentale, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes de même? Justement, tu sais, je te dirais, c'est parce qu'on est solide, mais c'est surtout la confiance, confiance en nos capacités, mais confiance en n'importe qui dans notre équipe. Je veux dire, que ce soit les 5-6 autres gars qui sont sur le terrain avec moi ou ceux qui sont sur le banc, quand il y en a un qui va embarquer, on a autant de confiance que comme si ça faisait 10 ans qu'on jouait avec. C'est vraiment... je sais pas que... C'est tough à expliquer même, mais tu sais, c'est vraiment... c'est juste 100% de la confiance. Surtout moi, passeur, j'ai besoin d'avoir confiance en mes joueurs. Je vais leur donner des balles. Mais tu sais, moi, j'ai confiance que lui, il va tuer la balle, mais comme que lui, il a confiance que moi, je vais y amener. Puis, tu sais, souvent, c'est même pas besoin d'en parler. On va être sur le terrain, je lance un regard à quelqu'un, il va me lancer un regard, puis je sais que si je donne, il va faire le point. C'est des affaires qui se développent avec le temps, mais que c'est à force de se connaître, de jouer ensemble. Ça fait quoi? Ça fait, je vais dire maintenant, quasiment 3 ans que je joue avec ces gars-là. Fait que, tu sais, c'est juste... ça connecte juste bien parce qu'on a le même niveau mental puis le même vouloir de vaincre, d'adversité. Puis même quand, comme tu dis, quand on est derrière dans les points, ben, notre niveau de stress n'augmente pas nécessairement parce qu'on sait que si on joue notre game, ben il y a 80-75% des chances que ben, on fasse le point et qu'on puisse gagner le set quand même.
Mais ça, c'est si on joue bien. Souvent, il y a des matchs que là, il y en a un qui va aller moins bien, mais on est capable ensemble de quand même se dire, on est capable de se dire les vraies affaires, disant, c'est pas ta game, mais tu es capable de quand même gérer tes affaires, puis fais ce que tu fais de bien d'habitude, puis pas besoin d'en faire plus. Fait que c'est ce genre de confiance-là de une game, ça va moins bien, mais moi, je sais que j'ai pas besoin de faire incroyable parce que je sais qu'il y en a un autre dans mon équipe qui va sortir un bon match. Parle-en, tu disais, toi, comme passeur, tu as besoin d'avoir la confiance. À quel point tu as besoin, toi, de t'adapter à tous les types de joueurs que tu as devant toi? Tu le sais, si tu une passes en arrière à Johan David, s'il est au 3 mètres versus s'il n'est pas au 3 mètres, si c'était à Hollande, si c'était à La Pensée, à quel point tu as besoin de savoir c'est quel gars qui est là pour savoir où tu mets ton ballon versus non, le joueur à cette position-là, c'est à lui à s'adapter au type de passe. C'est quoi, à quel point là, il y a un équilibre là-dedans pour un passeur de ce niveau-là? À quel point vous êtes sharp là, sur la différence versus des passes que tu vas faire dépendamment à qui tu passes? Ouais. Je te dirais, chaque joueur a ses caprices. OK. Je veux dire, chaque joueur, moi, je suis quelqu'un qui prend super bien la critique, même si la balle, même si mon attaquant vient de faire un kill, mais que je vois qu'il était pas bien dans les airs, je vais demander, t'as voulu où plus? Mais c'est vraiment tout le monde a sa balle qu'il y avait à cet endroit-là, à cette distance-là du net, à cette distance-là de l'antenne, c'est difficile de mettre parfait, mais rendu, plus tu augmentes dans le niveau, oui, plus il faut que tu en mettes parfaite, mais en même temps, plus que tes attaquants, plus qu'ils sont bons, vont être capables de se débrouiller avec n'importe quoi. Mais ça reste qu'il faut quand même te mettre une bonne qualité de balle, parce que, des fois, surtout, moi, c'est une balle que je pense, c'est quand je vais être loin du filet, puis que l'autre bord, ils savent la balle va aller où, fait qu'il va y avoir 3 gros blocs qui vont être devant lui, ben moi, il faut que j'essaye de mettre la plus parfaite, parce que sinon, si on leur donne facile, ou si je mets dans le bloc, elle va revenir assez vite, puis on perd un point qui aurait pu être facile. Fait que ça reste que ça fait partie de ton travail quotidien de dire, OK, lui c'est là, lui, c'est là. Fait il y a cette pensée rapide que tu dois avoir pendant le match aussi de te dire, OK, je sais c'est qui mes gars, là. Puis comme tu dis, tu reçois une réception parfaite, c'est correct. Mais ouais. la réception est aux 3 mètres, tu le sais qu'il va falloir que tu te déplaces, que tu bouges. Ça va être pas mal plus difficile, mais ça reste que tu es conscient que ta job n'est pas juste de lever un ballon dans les airs, mais d'essayer quand même de le placer. C'est ça rend la job très difficile. Oui, avant chaque point, il faut que je regarde qui j'ai, non seulement pour savoir à qui je veux le donner, mais tu regardes aussi plusieurs affaires de passeurs que tu regardes l'autre bord du filet, ton bord de filet. Mais il faut vraiment que tu saches tes attaquants t'as qui pour savoir quelle balle. Je vais dire nos 2 ailiers, Zachary Hollins et Sébastien Lapensée. Que Zachary, il va reacher plus haut, il faut qu'elle soit plus haute. Mais Sébastien, il est plus petit, il saute moins haut. Cependant il la veut plus vite, lui. Fait. Comme ça, le bloc n'a pas le temps de se rendre. C'est 2 types de passes différents, mais sauf que si je regarde pas et je fais une passe de un à l'autre, ben là, c'est une autre histoire. Puis tu le dis, il faut que tu regardes l'autre côté, fait que ça dépend qui bloque aussi. Fait que là, c'est l'autre. C'est ça. Souvent, le plus petit le plus petit bloqueur, c'est souvent un avantage, mais ça dépend aussi de. Ça peut être chiant, mais les blessures de l'autre bord, quelqu'un qui va être moins réactif ou en défense aussi, là, mais ouais. Ah, faut que tu le saches, en effet. Ouais. Là, cette année, c'est qui l'équipe la plus dure à battre? C'est-tu Montréal? C'est-tu Laval? J'irai pas avec Dalhousie puis UNB. Je le sais qu'ils font partie de votre groupe et compagnie, puis vous les battez régulièrement, puis c'est aucun manque de respect. Il faut jouer les matchs, puis il faut gagner. Mais ils sont quand même une petite coche en bas. Donc, c'est Montréal ou Laval les plus tough, ou y a-t-il un choix à faire, ou comment tu vois ça? Je dirais la réponse la plus facile, c'est avec l'équipe à battre, c'est nous autres. Voulant dire, faut jouer notre game et pas prendre personne à la légère. Mais en effet, Montréal-Laval, je te dirais les deux, je les vois au même niveau. Si j'aurais à nous classer, oui, on est un peu plus haut, mais les deux, tu vois leur match, puis les deux, ils se tapent dessus sans arrêt. Et les 2 équipes, je voudrais dire, ils se ressemblent quand même assez similaires. Ils ont tous des bons alliés et des bons gars de back. Puis leurs centraux, c'est des grandes palettes, je veux dire. Mais
Mais là, avec Collard, vous n'êtes pas pire aussi, là, maintenant. Vous avez un ouais, on a une bonne armoire à glace. Là, mais non, mais c'est ça, tu sais, c'est des équipes qui nous challengent à chaque match. C'est pas pour rien qu'à toutes les fois, les sets sont serrés, puis que des fois, ça va en 5-7 aussi. Mais, tu sais, nous, on veut quand même pas prendre à la légère, je vais dire, Dalhousie, qu'on risque de poigner en demi, dépendamment de la fin de semaine prochaine. Mais c'est une équipe qui nous a quand même fait un 5-7 quand on est allé là-bas. Ça a été, les conditions du gymnase n'étaient pas super bonnes, là, mais ça reste que on les prend pas à la légère vu que c'est pas mal. Ben, c'est pas certain encore, on va dire. Si on gagne contre eux en demi-finale, c'est notre ticket pour aller au Canadien. Mais on se dit que peu importe l'équipe qu'on va avoir en finale, on se présente pour aller rechercher le titre encore une fois, puis avoir la meilleure position possible pour le Canadien, parce que on s'est identifié ça comme objectif dès le début de l'année d'aller rechercher un podium au championnat canadien et faire encore mieux si possible, parce que... Ben, c'est ce que j'allais te demander, justement, à quel point faire mieux que l'an passé, à quel point dire, hey, on est à un match, qu'on gagne ce match-là, puis on est en finale, puis rendu en finale, who knows, à quel point d'être passé, d'avoir été sur ce podium-là, de dire, hey, on fait partie des 3 meilleures équipes au Canada. On a encore essentiellement le même noyau. Il y a un gars, je pense, qui est parti, qui était un vétéran, puis qui a été remplacé. Fait que vous êtes un groupe qui continue de vous améliorer ensemble. Est-ce que le titre canadien, c'est quelque chose dont vous parlez ou c'est juste étape à la fois, là, dans le sens où on va se rendre là puis on fera le mieux, ou si vous êtes vraiment, c'est un objectif, c'est quelque chose que vous avez en tête? C'est sûr, c'est l'objectif, c'est ce qu'on vise. On sait que cette année, ben, moi, je le vois que ça va être encore plus difficile que l'année passée, vu que l'année passée, on était un peu les underdogs, je veux pas... que les équipes ils nous voient, c'est comme bon, l'équipe du Québec, l'équipe 2 du Québec qui a battu la première par chance, c'est souvent ça qu'ils se disaient. Ils se pointent aux Canadiens, gagnent la première game, ils sont chanceux, gagnent la deux. Ils ont perdu la deuxième. Puis là, en haut championnat de bronze, gagnent finalement. Fait que là, c'est là que tout le monde a fait OK, Sherbrooke, on les voit, puis on a eu un tournoi de pré-saison contre les Golden Bears, puis MRU, Calgary. Puis on a vu quand on s'est présenté à ce tournoi-là, ils nous prenaient pour une vraie équipe. Puis ça a été des gros matchs. Fait qu'on sait que cette année, ils nous attendent là sûrement. Puis je pense qu'on va juste se faire respecter, mais ça va faire en sorte que nous, ça va nous motiver encore plus à performer. Mais c'est sûr que le titre, on va aller le chercher. On sait que la grosse équipe, ça va être Golden Bears. On a joué contre eux aussi en pré-saison. On sait leur force. On n'a pas fait du gros vidéo contre eux. Fait que, un match qu'on va se préparer comme il faut, je veux dire, les chances peuvent être 50-50 aussi. Là. Puis Trinity Western, vous les voyez comment? Justement, moi, dans ma tête, je pensais que c'était eux la grosse équipe. Je comprends que cette année, effectivement, Alberta sont solides, mais Trinity Western, ça reste que... Je pense que l'an passé, il y avait 5 gars sur le 6 partants qui étaient associés avec le programme national ou une affaire comme ça. Ça reste, tu dis, OK, le niveau de jeu est quand même très élevé. C'est un ramassis de... Puis on l'a vu sur le terrain, là, ils s'amusaient, ces gars-là. Ils jouaient à un solide niveau. Oui, ben c'est ça. Ben comme tu dis, oui, c'est sûr que ça va être une bonne équipe qui va probablement être là au championnat canadien. Ils ont perdu justement quelques de leurs... ils ont perdu leur passeur partant, puis un de leurs centraux partants aussi, qui étaient des gros noyaux. Donc, oui, leur niveau de jeu va diminuer un peu, mais ça reste une super bonne équipe, puis on reste prêt justement contre eux. Puis on voit aussi que leur coaching staff et tout, il était super bon, parce que quand on a joué contre eux, justement... en demi-finale, on a vu qu'ils étaient prêts pour nous, puis ils avaient besoin de jouer un gros match, puis ils ont joué un gros match pour nous sortir, je veux dire, de la finale d'or. Fait que, oui, c'est une grosse équipe, mais en fait, on ne sait pas encore c'est qui qu'on va prendre, mais peu importe c'est qui qu'on va affronter, ça va être pour se rendre en finale d'or, ça c'est certain. Parce que là, le but, c'est vraiment de battre ce qui a été fait l'année passée. Ben, on va vous le souhaiter. Pour terminer, toi, est-ce que tu as des visées après l'université? Parce qu'évidemment, tu as ta carrière universitaire à finir. Tu étais recrue l'année passée, fait que tu es deuxième année. Est-ce que
Bon, le programme national, mais est-ce que professionnel, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu vises? Comment ça se passe pour toi individuellement? Là, comment je pourrais dire, tes visées là, pour le long terme? C'est sûr que aller jouer pro, c'est ce que je vois dans mon futur. Après l'université, oui, je veux finir ma carrière universitaire, même mon coach qui me le dit. C'est important de se faire un nom en gagnant plusieurs championnats consécutifs ici. Donc, c'est sûr que d'aller jouer pro, c'est quelque chose qui me tente justement d'être allé jouer au championnat mondial puis d'avoir vu justement les autres équipes. Là, de plus en plus de personnes, d'athlètes du Québec qui s'en vont jouer pro aussi. Puis là, comme justement Raphaël Vien qui est dans notre équipe l'année passée, que lui est allé jouer en Autriche. Fait que là, on regarde souvent ses matchs, puis ça donne le goût d'aller jouer, puis de passer au niveau supérieur aussi, puis veux pas que ça soit ton travail, t'sais. Ici, on peut dire que c'est notre travail pendant l'argent ne rentre pas autant que si c'était un vrai travail comme en Europe ou ailleurs. Là. Mais c'est certain que c'est dans mon objectif. Puis même mon coach, il dit quand tu auras fini tes années, je t'aiderai à trouver une équipe avec ses contacts. Puis, bon, excellent. On va pouvoir en profiter pour continuer de te regarder. C'est parfait, ça. C'est ça, ouais. Excellent. Ben écoute, Jonathan, je te remercie infiniment du temps que tu as pris pour faire le tour avec nous de ton parcours à toi, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le Vert et Or. La saison régulière est sur le point de se finir. Il reste pas grand match à jouer après ça, les éliminatoires. Fait qu'on va suivre ça avec super grand intérêt. Puis, regarde, on peut juste te souhaiter bonne chance à toi, à ta gang, puis comme je dis, là, en espérant vous suivre le plus longtemps possible. Ben oui, ben merci, en espérant que vous venez voir des matchs n'importe quand. Ah, absolument, oui. Moi, je vais y aller. Donc, oui, invitons les gens à aller voir ça. Comme tu disais tantôt, 3000 personnes au PEP, ça doit être une belle ambiance. Fait que ce serait le fun de revivre ça ailleurs. Exactement. Good, merci encore. Salut. All right, merci. Voilà, c'est ce qui met fin à cette 19e édition du podcast Bulletin sportif. Merci d'être là, merci de continuer de nous accompagner et merci de partager qu'est-ce qu'on fait. Le plus important que vous pouvez faire, c'est de partager, pas parce que ça me fait plaisir à moi, bien que c'est le cas, c'est que ça permet au maximum de personnes d'entendre parler de ce qui se fait au niveau du sport universitaire et collégial. Vous en faites partie, ça vous intéresse, je vous mets le singe en partie sur les épaules de contribuer non seulement à l'écouter, mais à propager ce qui se passe. Donc, aidez-nous là-dedans, aidez-moi là-dedans, mais c'est surtout une mission qu'on a de s'assurer qu'on parle le plus souvent possible d'eux autres, de ces équipes-là, de ces athlètes-là, de ces étudiants-là qui en donnent absolument pour leur argent à ceux qui décident de les suivre. Alors, merci d'être là et merci de le faire. Je termine avec mes suggestions, évidemment, de la semaine. Basketball collégial féminin, Saint-Jean-Dawson, vendredi. Chez les hommes, une rencontre au sommet. Onsic-Vanier, vendredi également. Et Brébeuf sera à Montmorency. C'est aussi un match intéressant. Basketball universitaire féminin, Bishops, UQAM, 2 fois en fin de semaine, c'est 2 équipes au sommet du classement. Et chez les hommes, on va avoir 2 fois également Concordia McGill pour. Il y a une bataille qui est bien enclenchée entre 3 équipes là, pour le top 4, là, pour les positions 3, 4 et 5. Je vais finir par me faire comprendre. Donc, Concordia, McGill qui sont là-dedans. Important, si McGill gagne ces 2 matchs-là contre Concordia, qui, soit dit en passant, a perdu ses 7 derniers matchs. On vous le rappelle. À ce moment-là, les choses pourraient bien changer pour tout le monde. Hockey collégial féminin, John Abbott, Limoilou, dimanche, ça va être un bon match collégial masculin. Samedi et dimanche, 2 fois Saint-Laurent contre Alma. Ça, on parle d'équipes qui peuvent facilement, on pourrait retrouver ces 2 équipes-là en finale provinciale. Donc, ça, on risque d'avoir de l'action. L'intensité est là. On en a parlé avec Denzel plus tôt aujourd'hui. Absolument, il faut essayer de jeter un œil là-dessus. Et je termine avec volleyball universitaire féminin. McGill qui affronte Laval et Sherbrooke en fin de semaine. Oui, c'est important pour McGill, mais c'est surtout important pour Laval et Sherbrooke. Si une de ces 2 équipes-là
gagnait son match contre McGill, ça pourrait également avoir un impact important parce que, je le rappelle, la 4e place au classement reste à prendre entre Laval et Sherbrooke. Et j'ai dit que je terminais avec ça, mais non, il me reste une dernière chose. Je n'en parle jamais, mais je vais en parler là. Championnat provincial de badminton à l'UQAM. Les fans de badminton, les fans de sport qui ont juste le goût d'aller voir d'autres choses que ce qu'ils voient d'habitude. Rendez-vous à l'UQAM, ça se passe en fin de semaine des championnats provinciaux. Donc voilà, c'est ce qui met fin à notre émission. Encore une fois, merci, salut, bonne semaine.